La vieille épinette, vénérable gardienne de la vallée des élans sauvages, se dressait fièrement contre le ciel infini. Ses branches enneigées semblaient porter le poids de siècles d'hiver. Autour d'elle, la montagne tout entière retenait son souffle, ensevelie sous un silence blanc. C'est dans ce royaume de glace et de solitude qu'Elisa Mason fut abandonnée, jugée trop frêle, trop fragile pour survivre à la rudesse des hauteurs. La carriole de sa famille avait disparu derrière la crête, ne laissant derrière elle qu'une trace fugace dans la neige, bientôt effacée par la première tempête de l'hiver. On lui avait promis de revenir, de bâtir une cabane, de la récupérer dès que le nouveau foyer serait établi. Pourtant, leur promesse s'était déjà dissipée, emportée par un vent qui n'avait aucune pitié. Pendant 3 jours, la fillette avait survécu sous un abri de fortune, tassée dans un nid de branches de pin, ses doigts bleuis par le froid, la peur nouée dans sa gorge. Au matin du 4e jour, alors que ses forces semblaient la quitter pour de bon, une ombre se projeta soudain sur la neige. Un garçon, à peine plus âgé qu'elle, peut-être 16 ans, se tenait devant elle. Pas une étincelle de pitié dans ses yeux. Rien que de la détermination. « Il te faut une vraie maison », dit-il simplement. Ses mains calleuses avaient déjà commencé à mesurer du regard la distance entre 2 pins robustes. Qui pouvait pousser un jeune montagnard à bâtir une demeure pour une parfaite inconnue, alors que tous ceux qui auraient dû l'aimer l'avaient jugé indigne de l'effort? Noah Parker vivait seul dans ces montagnes depuis l'âge de 12 ans. Trouvé un jour à moitié gelé près du ruisseau par un vieux trappeur, celui-ci lui avait appris à survivre, avant de s'éteindre 3 hivers plus tard. À force d'usage, le manche de sa hache s'était poli comme une pierre de rivière. Grâce à elle, il avait construit sa propre cabane, 2000 plus au nord. Aujourd'hui, cette même hache bâtirait un second refuge. Elisa le regardait en silence, tremblante sous ses branches d'épinette. Ses yeux bruns, immenses sur son visage pâle, suivaient chaque geste du garçon qui, à pas lents, délimitait un petit clairière. Elle ressemblait à un moineau d'hiver, tout en os fragiles et en frissons silencieux. « Tu as un nom » demanda-t-il en s'accroupissant pour examiner la terre. Elisa. Elisa Mason. Elle resserra autour d'elle un châle trop mince pour être utile. Je n'ai pas besoin de charité. Ils reviendront me chercher. Une fois qu'ils auront bâti le nouveau foyer. Noah hocha la tête, sans chercher à contredire ce qu'ils savaient tous deux être un mensonge douloureux. 3 jours d'absence ne relevaient pas d'un accident. 3 jours signifiaient qu'ils avaient chevauché assez loin pour se persuader qu'elle avait déjà succombé au froid. Ce n'est pas de la charité, répondit-il en traçant du talon le rectangle approximatif d'une future cabane. Tout le monde mérite des murs pour affronter l'hiver. Pourquoi m'aider, souffla-t-elle, une pointe de méfiance dans la voix. Tu ne me connais pas. Noah planta le bout de sa hache dans le sol gelé. Ici, on aide ou on meurt. C'est aussi simple. Le ciel se faisait déjà menaçant, lourd de neige. Mes parents ont péri sur le passage. Ajouta-t-il sans la regarder. L'ancien Thatcher m'a recueilli, alors qu'il n'avait presque rien à manger. Il a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, je fais pareil. Quand c'est nécessaire. Au crépuscule, Noah alluma un feu digne de ce nom, non loin de son abri improvisé. Il lui montra comment disposer le bois afin d'obtenir plus de chaleur, moins de fumée. De son sac, il sortit un peu de venaison séchée et une petite bourse contenant du thé. Trop tard pour abattre des arbres aujourd'hui, expliqua-t-il. Demain, on commence. J'ai déjà trouvé l'endroit. Soleil du matin, ombre du soir. Et un sol qui boit bien l'eau. Elisa accepta la tasse fumante, ses mains tremblantes autour de la chaleur salvatrice. Je ne pourrai pas te payer. Murmura-t-elle. Je n'ai rien demandé. Une cabane doit être bâtie, et je sais le faire. Ces mots simples restèrent suspendus dans l'air froid, plus solides que n'importe quelle promesse. Je ne suis pas très forte, avoua-t-elle, honteuse. Je suis née fragile. Toujours malade. Mon père disait que je ne serais qu'un poids. Une bouche de trop, l'hiver venu. Elle contempla ses poignets maigres comme des brindilles. Ils reviendront avec un vrai chariot, quand ce sera prêt. Noah leva les yeux vers elle. Il existe des forces que l'on ne voit pas. Les miennes servent à bâtir. Peut-être que les tiennes servent à autre chose. Il déroula une peau d'animal près du feu, à bonne distance des étincelles. Tu dormiras sous ton abri, pour l'instant. Au premier souffle de printemps, tu auras un toit qui retiendra le vent. Parole donnée.
Elisa l'observa longuement. Dans la lumière vacillante du foyer, ses traits juvéniles semblaient pourtant burinés par les épreuves. Ses mains ressemblaient à celles d'un homme qui avait trop travaillé, trop tôt. Pourquoi une cabane? Pourquoi ne pas me guider jusqu'à la ville la plus proche? La ville est à 4 jours de marche, et l'hiver approche vite. Il désigna les montagnes qui les encerclaient. Cette vallée est propice à la vie. Abritée. Gibier tout près. Une eau claire. C'est un bon endroit pour recommencer. Tu crois que je peux survivre ici? Son incrédulité tenait encore debout, même si l'espoir commençait à chuchoter. Noah fixa un point au-delà de la lueur du feu. Chacun est seul ici. Mais seul ne signifie pas sans défense. Il indiqua le ciel rempli d'étoiles. Si tu apprends à les lire, tu ne te perdras jamais. Si tu apprends la forêt, tu n'auras jamais faim. Un changement imperceptible illumina le regard d'Elisa. J'apprendrai, promit-elle, d'une voix qui reprenait racine. Alors demain, on posera les pierres de fondation. Lorsque la nuit étendit son manteau sur la vallée, Elisa regagna son abri, tandis que Noah, lui, restait assis devant le feu. Il calculait mentalement le bois nécessaire, les jours de travail, les réserves qu'il devrait faire. Son propre hiver serait plus difficile à préparer. Cela n'avait aucune importance. Les mots d'Elisa avaient éveillé en lui une conviction nouvelle. Ici, dans cette nature sauvage qui ne ment jamais, où la montagne juge tous les êtres avec équité, il avait reconnu en elle une âme sœur. Une enfant que l'on avait tenté d'effacer, mais qui refusait de disparaître. Quant à sa hache, fidèle compagne de ses jours solitaires, elle reposerait encore sur ses genoux, prête à façonner un avenir. Aux premières lueurs du matin suivant, le froid mordait encore la vallée que le soleil n'atteignait pas. Elisa fut tirée du sommeil par le bruit régulier de pas sur le sol givré. En ouvrant les yeux, elle vit Noah s'avancer vers elle. Ses outils étaient solidement arrimés dans son dos et il tenait un petit sac dans la main. « Tu es revenu, dit-elle, presque surprise. Je l'avais dit. Il posa devant elle une hache, une scie, une corde et plusieurs instruments dont elle ignorait l'usage. Puis il sortit de son sac un morceau de pain grossier, qu'il coupa en deux, lui en tendant la moitié. Mange. On perd du temps. Ils déjeunèrent en silence, chacun chassant les ombres de la nuit. Lorsque le soleil franchit enfin la crête, Noah se leva et se dirigea vers le terrain qu'il avait délimité. Elisa le suivit, serrant son châle contre elle. Première règle de construction, commença-t-il, agenouillé devant une bande de terre. Choisir un endroit où l'eau s'écoule. Pas un endroit où elle s'accumule. Il plongea ses doigts dans le sol et invita Elisa à faire de même. La terre était granuleuse, parsemée de petits cailloux. Un bon drainage, expliqua-t-il. Le sol reste sec quand la neige fond. Il se releva, parcourut le tracé de quelques pas fermes. De temps à autre, il ramassait une pierre, arrachait une racine ou dégageait une branche. Deuxième règle, connaître la lumière. Le soleil d'hiver est précieux. Tes fenêtres doivent capturer ses rayons dès l'aube. Elisa le regardait, fascinée par sa précision. Il semblait lire la terre comme un livre familier. « Je peux aider ?» demanda-t-elle enfin, avec une hésitation qui ressemblait déjà moins à la peur. Noah promena un regard attentif sur son frêle corps. Puis il désigna une petite zone. Commence par dégager les pierres. Les petites, pour l'instant. Empile-les ici. Elle acquiesça, puis se mit à la tâche, maladroite mais décidée. Chaque pierre ramassée, aussi légère soit-elle, devenait un acte de revendication, une affirmation que la vie ne la briserait pas si facilement. Noah la regarda un instant travailler. Une brise glacée souleva quelques brins de ses cheveux sombres, et malgré lui, il esquissa un sourire discret. Dans cette vallée oubliée, contre toute attente, deux existences que la société avait condamnées étaient en train de déjouer le sort. Une cabane naîtrait ici. Un foyer. Une deuxième chance. Et avec le temps, peut-être bien davantage. Il lui montra du doigt un endroit, juste à l'extérieur du rectangle tracé au sol. Nous en aurons besoin pour la fondation, expliqua-t-il avec assurance. Elisa hocha la tête, résolue à prouver qu'elle n'était pas un fardeau. Elle se pencha, soulevant sa toute première pierre. Elle était lisse, grise, de la taille de sa paume. Elle la fit tourner entre ses doigts, comme si elle voulait s'assurer que ce geste avait réellement un sens, puis la déposa avec soin sur le tas désigné. C'est la première pierre de ma maison,
souffla-t-elle avec une émotion qu'elle n'osait pas encore montrer. Trop bas pour que Noah l'entende. La matinée défila dans une cadence régulière, presque apaisante. Noah abattit 2 jeunes arbres et les ébranchait avec une précision experte, chaque mouvement témoignant d'années de survie solitaire. Pendant ce temps, Elisa continuait à défricher la terre, même quand les ampoules se formaient sur ses mains et que son dos la lançait à chaque mouvement. Elle ne s'arrêtait que lorsque Noah insistait pour qu'elle reprenne son souffle. À midi, il alluma un petit feu et sortit de son sac quelques baies séchées et du bœuf fumé. Ils mangèrent côte à côte, en silence, mais c'était un silence neuf, déjà tissé d'un lien fragile, né du travail partagé. Puis Noah brisa cette tranquillité par une question directe, « Pourquoi t'ont-ils laissé derrière ?» Son regard se planta dans le sien, sans jugement, seulement une volonté de comprendre. Elisa fixa les flammes tremblantes. « J'ai toujours été malade, avoua-t-elle, la voix serrée. Les fièvres, les quintes de tout, la faiblesse. Père disait que je ne survivrais pas au long voyage jusqu'à la colonie. » Elle observa ses mains fines, rougies par l'effort. Il prétendait qu'il valait mieux me laisser ici avec des provisions plutôt que de me voir agoniser sur la piste. Son ton faiblit, presque un souffle. Mère n'a pas protesté. Noah accueillit ces mots d'un simple hochement de tête. Ils t'ont laissé quoi? 3 jours de nourriture. Une couverture. Un silex. Elle eut un rire amer. Père disait qu'il reviendrait construire la cabane quand il serait installé. Nous savions tous les deux qu'il ne reviendrait jamais. Noah remua les braises d'un geste grave. Les promesses sont faciles à faire, surtout quand les rompre ne coûtent rien. Ils se remirent au travail. Noah lui montra comment retirer les racines, comment tracer une terre solide. Quand elle peinait à déplacer une pierre volumineuse, il ne la remplaçait pas, ne la jugeait pas. Il lui montrait simplement une meilleure façon. Comme ceci, disait-il en glissant une branche sous le roc. Laisse le bois travailler pour toi. À la fin de l'après-midi, le rectangle de fondation était dégagé, nivelé, prêt à accueillir une maison. Noah plaça les pierres les plus robustes, prenant soin de les emboîter comme les pièces d'un puzzle. Une cabane ne vaut que par ce sur quoi elle repose. Si tu bâcles la fondation, tu le paieras tout l'hiver. Lorsque le soleil se coucha derrière les pics occidentaux, Elisa recula pour admirer l'œuvre accomplie. Les pierres étaient encore peu nombreuses, mais elle y voyait déjà les murs s'élever, le toit la protéger des vents, une vie naissant pierre après pierre. Ça devient réel, murmura-t-elle, le cœur gonflé d'un espoir qu'elle croyait éteint. Noah rangeait déjà ses outils. Je dois rentrer avant la nuit. Les animaux deviennent hardis en cette saison. Elisa sentit la panique monter. Tu pars? Je reviens à l'aube, répondit-il simplement. Garde un feu modeste, mais constant. Comme je t'ai montré. Avant de s'éloigner vers la forêt, il jeta un regard vers le rectangle de pierre. Demain, on commence les poteaux porteurs. Il s'interrompit une seconde, puis ajouta, tu as bien travaillé aujourd'hui. Cette phrase, simple mais rare dans sa vie, la réchauffa plus que le feu. Elle serra entre ses doigts la première pierre, comme un talisman. Cette nuit, elle dormirait à côté d'une promesse devenue tangible. Le lendemain matin, Noah lui guida les mains avec douceur, autour d'un fil de cuivre fin. Comme ça. Ferme, mais sans brutalité. Ils étaient agenouillés au bord d'un sentier que les lapins empruntaient par habitude. L'air sentait la résine et annonçait déjà la neige. Le lièvre ne verra rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela me paraît cruel, murmura Elisa, même si ses mains poursuivaient la tâche. Pas autant que la faim, répondit Noah avec une évidence désarmante. Quand la neige montera, tu auras besoin de force. 5 jours s'étaient écoulés depuis le début du chantier. La fondation était terminée, les poteaux solidement ancrés, les premières rangées de bois installées. Pourtant, aujourd'hui Noah avait jugé qu'une autre leçon était primordiale. Bâtir une maison est important, avait-il dit près du feu du matin. Mais savoir se nourrir l'est encore plus. Elisa se recula pour observer son piège, confuse entre fierté et doute. Cela fonctionnera. Noah vérifia la tension du fil. Oui. Tu as de bonnes mains. Précise. Une chaleur douce se diffusa dans sa poitrine. Mère disait que mes mains étaient la seule chose utile chez moi, que je savais coudre finement, même quand j'étais trop faible pour les vraies corvées. Les sourcils de Noah se froncèrent. Ta mère avait une vision limitée de ce qui rend quelqu'un utile.
Ils posèrent 3 autres collets avant de retourner au chantier. Noah avait apporté une petite marmite en fer. Il la remplit d'eau de la rivière, y jeta des racines et un peu de viande séchée. Autre leçon. Un bon feu de cuisson ne gaspille pas la chaleur. Pendant que le ragoût mijotait, ils reprirent l'ouvrage. L'étape du jour consistait à entailler les extrémités des troncs pour qu'ils s'emboîtent parfaitement. Noah exécuta d'abord le geste, la hache donnant des coups nets. « À toi. » Elisa pâlit. « Je n'aurai jamais assez de force. »« Essaie, Elisa. »« On ne sait pas tant qu'on n'essaie pas. » La hache lui semblait peser une tonne. Son premier coup érailla à peine le bois. Le deuxième ne fut guère mieux. Noah ne disait rien. Il regardait, patiemment. C'était pire que s'il s'était moqué. Au bout de longues minutes, elle abandonna, essoufflée. « Je t'avais dit que je n'y arriverais pas. » Alors, Noah se rapprocha. Il ne lui prit pas la hache. Il corrigea son positionnement, son équilibre. « Tu te bats contre l'outil. Laisse la gravité faire sa part. Lève, vise, guide. Pas besoin de forcer. » Elle suivit ses conseils. La lame s'enfonça plus profondément. Mieux, commenta-t-il avec un léger signe de tête. À la pause de midi, elle avait réussi une entaille entière. Pas aussi belle que les siennes, mais suffisamment solide. Ses bras tremblaient, mais un sentiment de victoire dominait la douleur. Une rafale de vent apporta les premiers flocons véritables de l'hiver. Noah scruta le ciel qui s'assombrissait. Il va neiger pour de bon. Elisa blêmit. Cela va retarder la construction? On ne place pas des rondins sous un blizzard. On va renforcer ton abri pour l'instant. Ils renforcèrent sa frêle tente de branches, ajoutèrent des appuis, tressèrent des rameaux pour bloquer le vent. Ce n'est pas une maison, dit Noah. Mais cela te maintiendra en vie jusqu'à ce qu'on fasse mieux. En fin d'après-midi, ils vérifièrent les pièges. 2 vides. Le troisième, un lièvre aux pattes blanches, immobile, pris dans son piège. Elisa porta une main à sa bouche. Ça a marché. Noah posa un genou au sol. Ta première prise. C'est à toi de la récupérer. Elle trembla, eut envie de reculer. Mais elle n'en fit rien. Elle a pris. Elle fit. Ses doigts, maladroits d'abord, devinrent plus sûrs. Noah l'observait d'un regard approuvant. Respecte ce qui te nourrit. C'est la règle de la montagne. Quand Noah reprit son chemin vers sa cabane, de gros flocons tombaient sans répit. Si la neige devient trop profonde, je ne pourrai peut-être pas venir demain. Elisa hocha la tête, serrant contre elle la viande enveloppée, sa première conquête vitale. Je serai là, répondit-elle. À apprendre. À 2 crêtes de là s'étalait le poste de commerce, quelques bâtiments grossiers formant une bourgade perdue. Seul lieu pour se procurer sel, munitions, outils que l'on ne fabrique pas soi-même. Noah arriva à pied, une liasse de peau sur l'épaule. Dès qu'il passa la porte, les conversations se figèrent. Il était connu. Trop mystérieux pour certains. Trop indépendant pour d'autres. Silas Harmon, le propriétaire, le jaugea de ses yeux pâles. Parker. En avance ce mois-ci. Noah déposa les fourrures sur le comptoir. Quelques trucs nécessaires. Tandis que Silas examinait les pots, des murmures circulèrent dans la pièce. Cette fois, Noah ne put totalement les ignorer. On parlait. De la vallée de l'Orignal. D'une construction. D'une fille. Silas claqua son registre. On dit qu'il y a quelqu'un qui monte une cabane dans Wild Elk Valley. Quelqu'un accompagné d'une jeune fille. Ce serait toi, Parker? Noah soutint son regard avec un calme d'acier. Je construis une cabane. Ce n'est pas ta vallée, rétorqua l'autre. C'est la vallée de personne. Aucune revendication déposée. Silas tapota sa plume, insistant, et la fille. Elle t'appartient? Noah se raidit, soudain glaçant. Elle n'appartient à personne. Elle avait besoin d'un abri avant l'hiver. Je l'aide. C'est tout. Silas le considéra longuement, comme s'il cherchait un mensonge dans ses yeux. Puis il hocha la tête d'un air prudent, sans plus insister. Dehors, le blizzard s'intensifiait déjà. Et là-bas, seule au milieu des montagnes, une jeune fille luttait, pour la première fois de sa vie,
afin de bâtir quelque chose qui ne s'effondrerait pas. Une maison, oui. Mais surtout, un espoir. Un homme barbu se tenait près du poêle du comptoir d'échange et cracha du jus de tabac dans un seau de métal. Ses yeux plissés se posèrent sur Noah, qui examinait en silence un rouleau d'étoffe épaisse. « Parker le charitable. Jamais pensé te voir acheter plus que le strict nécessaire, lança-t-il avec un sourire tordu. Noah ne releva pas la provocation. Sa voix grave demeura posée, presque lointaine. Il m'en faut 10 yards. Silas, le propriétaire du comptoir, mesura la toile avec application. Ses mains calleuses se déplaçaient avec la précision d'un homme qui avait passé sa vie à troquer, survivre et observer les saisons se déchaîner sur la vallée. L'hiver va frapper fort cette année. Tous les signes pointent vers un mauvais cru. Il leva les yeux vers Noah, le regard soupçonneux. La cabane ne sera pas prête avant la première tempête. Elle suffira tout de même, répliqua Noah, laconique. Alors que Silas notait leur échange, un jeune homme, trop curieux pour son propre bien, s'approcha. L'hésitation se lisait dans son regard, mêlée d'un intérêt malsain. Ils disent que t'as trouvé une fille abandonnée. C'est vrai ça? Noah se tourna lentement vers lui. Aucune colère, seulement une fermeté qui glaçait. En quoi cela te concerne? Le jeune recula immédiatement, main levée en signe de reddition. Et, je demandais juste. C'est bizarre de laisser quelqu'un derrière soi, surtout dans ces bois. Noah termina ses achats en silence, choisissant chaque objet avec soin, un petit sac de pommes séchées, une couverture supplémentaire, des aiguilles, du fil, et d'autres choses qu'il ne prenait jamais d'ordinaire. Silas observa ses choix et haussa un sourcil. Cette gamine doit être quelqu'un d'important. C'est juste une fille qui essaie de survivre. Comme tous ceux qui vivent dehors, répondit Noah en attachant ses provisions dans une bâche usée. Dehors, les nuages gris s'épaississaient, annonçant les premiers flocons. Il franchissait déjà la porte lorsque Silas surgit derrière lui, un petit paquet serré dans sa main noueuse. Tiens. Des pastilles au menthol. Ma femme adorait ça quand l'hiver rendait la gorge trop sèche, dit-il d'un ton bourru. Noah hésita une seconde avant d'accepter le présent. Un geste simple, mais dans ces contrées hostiles, la gentillesse avait le poids d'un trésor. Une fois que la neige ferme le passage, tu seras coupé du monde, prévint Silas. Certains hivers, la passe disparaît sous 3 mètres de neige. Je connais les risques, répondit Noah. Assure-toi qu'elles les connaissent aussi, conclut Silas avant de retourner dans la chaleur de son comptoir. La route du retour fut longue et pénible. La charge alourdie des provisions ralentissait ses pas, et le vent se levait, mordant la peau comme des dents de glace. Lorsque Noah atteignit enfin la crête dominant la vallée de Wild Elk, le jour déclinait déjà. Une neige lourde et mouillée s'abattait sur les pins et les rochers. Sous les flocons dansants, la structure de la cabane se dessinait, des poutres droites comme des sentinelles, un squelette solide mais incomplet qui attendait d'être couvert et protégé. À côté, une fumée ténue montait d'un abri plus modeste. Quelque chose se détendit dans la poitrine de Noah. La jeune fille avait gardé le feu vivant, comme il le lui avait enseigné. Elisa surgit de son refuge dès qu'elle l'aperçut, ses traits s'éclairant d'un soulagement sincère. « Tu es revenu » souffla-t-elle, la voix tremblante d'inquiétude enfin relâchée. « Je l'avais dit » répondit Noah simplement en déposant son chargement. Il remarqua aussitôt les améliorations apportées à son abri, des branches ajoutées avec soin, des pierres placées pour bloquer le vent glacial. Elle apprenait vite, trop vite peut-être pour une enfant sortie d'on ne sait où. Avec la neige qui arrive, je n'étais pas sûr. Admit-elle en baissant les yeux. Tu as bien fait. Noah désigna la cabane inachevée. Du nouveau ici? Elisa redressa le menton, fière malgré la fatigue visible dans ses gestes. J'ai trié les rondins par taille, comme tu l'as montré. Et j'ai continué à enlever l'écorce. Elle fouilla dans sa poche et, avec une réserve timide, ouvrit sa paume. J'ai trouvé ta chemise de rechange. Il lui manque un bouton. Alors j'en ai taillé un. Entre ses doigts, un petit bouton de bois, grossier mais façonné avec application. Noah le prit. Le fit tourner entre ses doigts usés. Le bois était lisse, percé proprement. C'est du bon travail. Merci. Il leva les yeux vers le ciel qui s'obscurcissait. La tempête approche. Il faut protéger le bois et renforcer ton abri. Tous deux se mirent aussitôt à la tâche. Noah observait la manière dont Elisa se déplaçait, chaque jour plus assurée,
chaque geste plus utile. Comme une pousse fragile qui s'obstine à grandir malgré la neige et le froid. Décembre installa son règne brutal. Le givre sculptait chaque matin des arabesques glacées sur la terre. La cabane avait pris forme, mur presque terminé, assemblage précis des rondins qui montaient vers un toit encore en attente. Le vent mordait plus fort chaque nuit. Dans l'abri d'Elisa, même le feu ne parvenait plus à empêcher la glace de s'étendre à l'intérieur. « Il nous faut accélérer », déclara Noah, son souffle se transformant en vapeur blanche au lever du jour. La prochaine tempête pourrait être la grande. Elisa serra contre elle le manteau trop large qu'il lui avait rapporté. Il la protégeait au moins du pire du froid. « Que reste-t-il à faire » demanda-t-elle en contemplant la structure qui devait devenir sa maison. « Des fenêtres et une porte. »« Une cabane sans lumière n'est qu'une grotte », expliqua Noah en déroulant un morceau de peau de cerf où il avait dessiné des plans rudimentaires. « Il faut du verre, de bonnes charnières. On ne trouve pas cela dans la forêt. Où irons-nous les chercher ?» Il désigna l'ouest. 2 jours de marche. Un ancien hameau. Abandonné après son premier hiver. Les bâtiments tiennent encore debout. Elle sentit une angoisse sourde lui serrer le ventre. « Tu veux y aller, maintenant ? Nous n'avons pas d'autre choix. » Avant que le passage ne se ferme complètement. Son regard se planta dans le sien, sérieux et inébranlable. « Pourras-tu gérer seul quelques jours ?» La question n'avait rien d'anodin. C'était une épreuve. Une reconnaissance aussi, elle n'était plus une victime, mais une survivante en apprentissage. « Oui », répondit-elle, même si sa voix trahissait la peur nichée dans sa poitrine. « Je garderai le feu. Je vérifierai les pièges. Comme tu me l'as appris. » Noah acquiesça, satisfait mais inquiet malgré tout. Ce soir-là, il lui montra encore comment entreposer le bois, comment protéger les vivres des bêtes, comment écouter le vent qui annonce la colère du ciel. « Si ton abri devient trop froid, » murmura-t-il avec une hésitation inhabituelle, « tu trouveras la clé de ma cabane sous la pierre du coin nord. Les murs y sont solides. » L'offre la toucha profondément. Depuis leur rencontre, il s'était imposé une distance farouche, presque instinctive. Lui ouvrir sa porte, c'était plus qu'un geste pratique. L'aube suivante parut plus glaciale qu'aucune autre. Noah partit léger, se fondant dans le blanc du paysage avec la promesse de revenir en 4 jours. Les premières heures sans lui se déroulèrent sans incident. Elisa vérifia ses pièges où l'un d'eux avait attrapé un lapin. Elle le prépara exactement comme Noah le lui avait appris, utilisant chaque partie utile. Puis elle dégagea la neige du chantier, consolidant la cabane contre les flocons qui s'accumulaient. Mais le 2e jour, le ciel recommença à s'assombrir. Un vent aigu sifflait à travers les arbres, arrachant des cris aux branches nues. Le soir venu, la neige se mit à tomber, d'abord légère, puis violente, presque rageuse. Elle renforça le feu, ajouta les plus grosses bûches. Enveloppa son corps de toutes les couvertures disponibles. Le vent s'infiltrait cependant dans chaque interstice de l'abri, hurlant comme une bête affamée. Au plus profond de la nuit, malgré tous ses efforts, le feu s'éteignit, ne laissant qu'un souffle rougeâtre incapable de lutter contre la morsure de l'hiver. Le 3e jour ne fut pas un matin, mais une brève nuance entre noir et gris. Elisa sortit en tremblant. Le monde avait disparu sous des vagues de neige, déjà jusqu'aux genoux, et s'épaississant à vue d'œil. La morsure du froid s'était installée dans sa chair, entêtée, profonde. Ses doigts réagissaient mal. Elle tenta de rallumer le feu, mais le petit bois restait obstinément humide. Ses mains engourdies faisaient tomber l'amadou. Les larmes qui roulèrent sur ses joues gelèrent aussitôt. Elle essaya encore. Et encore. Jusqu'à ce que le désespoir s'insinue entre ses côtes comme une lame glissante. Le vent ne faiblissait pas. La tempête avalait toute chose, même l'espoir. Alors, la vérité imposa sa présence brutale. Si elle restait dans cet abri, elle mourrait avant la nuit. Il ne restait qu'une seule protection possible. La cabane de Noah. La clé. La décision. Et dans cette blancheur qui dévorait le monde, Elisa comprit que survivre exigeait parfois d'abandonner ce que l'on croyait être sa force, et de saisir la chance laissée par quelqu'un qui vous croit capable de vivre encore. Elle inspira profondément. Le froid brûla sa gorge. Puis elle se mit en marche vers la seule chose qui pouvait encore la sauver. La petite construction de fortune qu'Elisa appelait jusqu'alors son abri ne la protégerait jamais d'une telle tempête. Les rafales secouaient le monde avec une rage glaciale,
et la neige s'accumulait déjà en lourds manteaux sur le toit fragile. Noah ne devait pas revenir avant au moins un jour, peut-être deux s'il s'était retrouvé pris dans la même tourmente. Les heures passaient, le froid gagnait du terrain dans ses os, et la peur grandissait. Ses doigts engourdis avaient cessé d'obéir depuis longtemps, pourtant elle s'acharna à rassembler ses maigres possessions, une couverture rêche, une gourde à demi gelée, et quelques morceaux de nourriture sèche. Le voyage jusqu'à la cabane de Noah serait difficile, presque insensé dans un tel blizzard, mais elle se souvenait parfaitement des instructions qu'il lui avait données lorsqu'il l'avait quitté, comme si son esprit avait imprimé ces mots pour une urgence qu'elle refusait pourtant d'envisager. Il fallait suivre le ruisseau vers le nord, en longeant son cours gelé jusqu'au grand pin frappé un jour par la foudre, dont le tronc noirci perçait le ciel comme une balafre sombre. Puis tourner vers l'est, grimper la pente douce qui menait à un promontoire. En temps normal, le trajet n'aurait demandé qu'une petite heure de marche. À présent, chaque pas se transformait en une lutte acharnée contre la neige traîtresse, qui s'épaississait jusqu'à mi-jambe. 2 fois il glissa et s'écroula, ses genoux heurtant la glace sous la poudre blanche. Chaque fois, elle se releva avec des efforts douloureux, consciente que s'allonger trop longtemps serait signer sa fin. Le vent hurlait, effaçant les repères, avalant les traces derrière elle, comme si la montagne voulait la garder pour toujours dans son froid silencieux. Seule la détermination la poussait à continuer, cette obstination presque désespérée de ne pas mourir dans l'oubli. Quand enfin une masse sombre émergea du tourbillon blanc, Elisa crut d'abord à une illusion. Ses yeux, irrités et larmoyants, distinguèrent ensuite des angles nets, une silhouette droite, immobile et rassurante. La cabane. Un sanglot secoua sa gorge, étranglée par le froid. Elle se précipita vers la porte, ses mains tremblant si violemment qu'elle eut du mal à soulever la pierre que Noah lui avait désignée. Ses doigts presque insensibles trouvèrent pourtant le métal glacé d'une clé. Un simple morceau de fer forgé, mais qui représentait pour elle la plus précieuse des promesses, la vie. Une fois à l'intérieur, elle referma la porte avec peine. La cabane était glaciale, l'air lui brûlait toujours les poumons, mais les murs solides arrêtaient enfin le vent. Face à elle, un grand foyer de pierre occupait presque tout un pan du mur. Noah l'avait bâti pierre après pierre, avec une patience qu'elle admirait déjà en silence. Dans un coin, soigneusement disposé, des tisons secs attendaient qu'on leur donne vie. Rassemblant le dernier souffle de son courage, Elisa alluma un feu tremblant, qui s'épanouit peu à peu en flammes dansantes. La chaleur mit du temps à gagner du terrain dans son corps meurtri, comme si son sang avait oublié sa fonction. Allongée près du foyer sur une peau posée au sol, elle regarda autour d'elle et découvrit un espace simple, mais empreint d'attention. Les objets étaient peu nombreux, mais chaque détail trahissait une existence organisée, construite à la force des bras et du cœur. Sur la table grossièrement taillée reposait une plaque de verre clair, intacte malgré sa fragilité, ainsi que 2 charnières de fer, récupérées et redressées avec soin. Noah poursuivait quelque ouvrage, preuve qu'il revenait régulièrement ici. Il constaterait son absence, et viendrait la chercher dès le retour du beau temps. Quand l'aube se glissa dans la cabane après la fin de la tempête, la lumière nacrée illumina le toit inconnu au-dessus d'elle. Pendant un instant, elle ne sut où elle se trouvait. Elle avait presque oublié le confort de murs solides, la douceur d'un réveil sans trembler pour sa vie. La mémoire revint d'un coup. La neige, la marche, la cabane. Elle se redressa, encore lourde de fatigue, et remarqua que le feu avait été entretenu pendant qu'elle dormait. La braise rougeoyait, et une petite marmite laissait flotter une vapeur prometteuse. Une voix grave s'éleva alors près de la porte. Noah se tenait là, les bras chargés de bûches, le visage rougi par le froid, ses épaules et ses cheveux encore constellés de flocons. Il expliqua que la tempête s'était calmée juste avant le lever du jour, mais que le chemin menant à son ancien abri était désormais totalement enseveli. Elle lui avoua s'être sentie incapable de maintenir le feu là-bas. Elle avait pensé à ces mots, aux instructions qu'il avait laissées comme une échappatoire. Il hocha simplement la tête, sans surprise ni reproche. Selon lui, elle aurait gelé en restant dans l'autre abri, et elle avait pris la seule décision sensée. Il lui servit un bol du ragoût chaud, sûrement préparé dès son arrivée. La nourriture la réchauffa d'une manière presque miraculeuse, redonnant de la force à ses membres encore engourdis. Noah annonça qu'ils iraient voir, dès qu'elle serait prête, l'état du chantier où ils construisaient la nouvelle cabane, celle destinée à devenir leur refuge durable. En regardant par la fenêtre unique, il savait déjà qu'ils auraient du travail. Avant de sortir, il lui remit une paire d'étranges cadres en bois, munis de lanières de cuir. Elle l'observa sans comprendre, puis Noah les baptisa, avec un ton très légèrement amusé, des raquettes.
Elle permettrait de marcher sur la neige plutôt que d'y disparaître. Elisa tenta de les attacher maladroitement, mais Noah s'agenouilla pour l'aider, ses gestes rapides et précis. Ses mains se montrèrent efficaces, professionnelles, jamais intrusives. Il avait toujours cette retenue, une distance respectueuse comme s'il craignait de franchir un seuil invisible. Comme marcher avec de petites embarcations aux pieds, glissa-t-il, rare éclat d'humour dans sa voix grave. Elle esquissa un sourire, première lumière sincère après des heures d'angoisse. Le trajet leur demanda bien plus de temps que prévu. Le paysage familier avait été dérobé par la neige, mais connaissable. Les arbres semblaient des géants muets, figés sous une chape blanche. Lorsqu'ils atteignirent enfin la clairière, un souffle de stupeur échappa à Elisa. Les murs de la maison en construction apparaissaient à peine au-dessus de la neige. Tout le travail entrepris semblait enfoui sous l'ampleur du blizzard. Noah observa la scène avec un calme grave, mais ses yeux brûlaient d'une détermination sombre. Ils allaient se mettre à l'ouvrage lorsque quelque chose attira l'attention de Noah à la lisière de la forêt. Deux silhouettes avançant en raquette approchaient, prudentes mais sans agressivité. Noah se redressa, sa main glissant par réflexe vers son couteau. Les étrangers s'arrêtèrent à une distance respectueuse. Le plus âgé, aux cheveux striés de gris dépassant d'un bonnet de fourrure, leva la main en signe de salut. Son compagnon, plus jeune, portait des vêtements similaires, empotanés, ornés de motifs inconnus, et un arc en bandoulière. Dans un anglais marqué d'un accent particulier, l'aîné parla avec une voix calme. Il expliqua qu'ils avaient vu 2 colonnes de fumée dans la vallée, ce qui était inhabituel en plein hiver. Noah répondit avec simplicité qu'il venait d'un abri plus au nord et qu'il bâtissait ici une nouvelle cabane. Le regard du chasseur glissa vers Elisa. Sa curiosité paraissait sincère, non menaçante. Il se présenta sous le nom de Greyhawk, et désigna son jeune compagnon, Swiftwater, fils de sa sœur. Il chassait ces montagnes durant la saison froide, survivant grâce à une connaissance profonde du territoire que l'homme blanc ne possédait presque jamais. Greyhawk observa la structure semi-enterrée du chantier. Son regard expert trouva pourtant matière à reconnaître un bon travail. Il nota que la petite femme semblait frêle pour la vie en montagne. Noah rectifia immédiatement, elle n'était pas sa femme, seulement une âme qui l'aidait à survivre. Swiftwater rompit alors son silence. Dans sa voix vibrait une maturité précoce. Les petits animaux survivent parce qu'ils sont rusés, comme les renards. Sans prévenir, Greyhawk proposa leur aide pour déblayer la cabane. Noah sembla surpris. Le chasseur expliqua que les histoires du bâtisseur de cabane et de la petite femme circulaient déjà, en écho de camp en camp. Il valait mieux connaître ses voisins que se méfier d'ombre dans les montagnes. Après avoir évalué la situation, Noah accepta. Ils travaillèrent de concert, les gestes précis des chasseurs faisant merveille dans cette mer de neige. Ils employaient de larges pelles faites d'écorce, légères et très efficaces. En quelques heures, ils dégagèrent la base entière et la majeure partie des murs. Le soleil montait au malgré le froid, offrant une clémence fragile à leurs efforts. Lors d'une courte pause, Swiftwater s'approcha d'Elisa. Il tendit vers elle une petite sculpture en bois, finement taillée. Un renard, élégant et vif. Il expliqua que les renards s'adaptent, changent avec les saisons et ne renoncent jamais. Elle remercia le jeune homme, ému par cette attention inattendue qui semblait plus profonde qu'un simple cadeau. Lorsque le jour commença à décliner, Greyhawk annonça qu'ils devaient retourner à leur camp, abîmés par la tempête, qu'il fallait réparer avant que la nuit n'impose sa cruauté. Noah demanda quand ils rejoindraient leur communauté. Greyhawk répondit avec le cycle naturel en tête, au dégel, lorsque la terre s'ouvrira de nouveau. D'ici là, il resterait dans les vallées, chassant et reconstruisant. Il désigna la cabane. Le toit aurait besoin d'une solide poutre centrale, et plusieurs bras faciliteraient la tâche. Noah acquiesça. L'offre tenait lieu de promesse. Elisa observa leur départ, la petite sculpture réchauffant sa paume comme un talisman. Elle demanda à Noah si ces 2 hommes reviendraient vraiment. Il répondit avec certitude. Les gens de montagne tiennent leur parole, qu'ils la prononcent en anglais ou en chat. Ces rencontres ne doivent rien au hasard. Elles forgent un avenir. Sur le chemin du retour, au cœur de la neige déjà marquée par leurs pas, Elisa comprit qu'il s'était produit quelque chose d'inédit. Pour la première fois depuis des mois, sa vie ne se résumait plus à survivre d'un jour à l'autre. Autour d'elle naissait un monde plus large. Un monde avec un toit à bâtir. Avec un homme qui veillait sur elle. Avec des alliés qu'elle n'aurait jamais osé imaginer.
Ce n'était plus seulement un défi contre la montagne. C'était le commencement de quelque chose de rare et précieux. Une communauté. Noah ajusta la longue tuile de cèdre contre l'ossature du toit avec la précision d'un homme qui avait passé sa vie à lutter contre les humeurs impitoyables des montagnes. Son regard attentif suivait chaque geste d'Elisa tandis qu'elle se tenait sur l'échelle, les bras légèrement tremblants sous l'effort. Elle s'efforçait de maintenir exactement l'angle qu'il exigeait, car ici, même l'approximation pouvait signifier le froid, les fuites et le danger. L'air de janvier leur mordait la peau. L'hiver alternait entre un ciel clair, d'une froideur coupante qui brûlait les poumons, et des tempêtes de neige si denses que le jour semblait se dissoudre dans un mur blanc et mouvant. Chaque accalmie devenait une course contre le temps. Ils travaillaient sans répit dès que le vent se calmait, déterminés à terminer la petite cabane avant que les pires semaines de l'hiver ne s'abattent sur eux. Les murs étaient enfin achevés, comblés d'un mélange de terre et d'herbes sèches qu'Elisa avait préparé selon les conseils de Noah. Les cadres des fenêtres accueillaient fièrement les vitres rescapées d'un hameau abandonné, fragment fragile d'un autre monde. Il ne restait que le toit, l'épreuve la plus exigeante. Noah enfonça un dernier chevillon de bois d'un coup de maillet solide et approuva leur travail d'un simple hochement de tête. « Passe-moi la suivante » demanda-t-il. Elisa lui remit une nouvelle planche, ses gestes beaucoup plus assurés qu'auparavant. Les jours de travail acharné l'avaient transformé. Ses mains jadis délicates portaient désormais des marques rugueuses, souvenirs de bois fendu, de cordes tirées et de pierres soulevées. Ses bras minces s'étaient endurcis, dessinant les premiers signes d'une force nouvelle. Elle découvrait en elle une capacité à persévérer qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Encore beaucoup » demanda-t-elle en jetant un regard vers les piles de tuiles que Noah avait fendues à la main. « Assez pour aujourd'hui. Le mauvais temps arrive avant le coucher du soleil. » Son ton ne laissait jamais place au doute. Il lisait les montagnes comme d'autres lisaient un livre ouvert, observant le vol des oiseaux, l'inclinaison des nuages, la direction du vent, et parfois même le silence inquiétant des forêts. Comme il l'avait prédit, le ciel de l'ouest s'assombrit avant même la fin de l'après-midi. Les nuages s'empilaient au-dessus des crêtes, lourds et menaçants, annonçant la venue d'une nouvelle tourmente. Ils accélérèrent encore, leurs doigts engourdis fixant les dernières tuiles possibles avant que les flocons ne tombent en masse. Enfin, Noah frappa un dernier chevillon avec un ton empreint de décision. « C'est le dernier pour aujourd'hui. Descends. » Elisa quitta l'échelle avec prudence, chaque muscle de son corps se plaignant de la tâche accomplie. La moitié du toit restait encore vulnérable, protégée seulement par quelques branches de pin posées à la hâte, dérisoire bouclier contre les plus lourdes neiges. « Tu crois que ça tiendra » demanda-t-elle, l'inquiétude perçant sa voix. Noah observa l'ouvrage. Ses yeux, habitués à juger la solidité d'un mur en un seul regard, se firent graves. Mieux vaut un toit partiel que pas de toit du tout. La nuit sera peut-être rude. Ils se hâtèrent de ranger les outils, de couvrir les matériaux restants avec une peau de daim lestée de pierre. Les premiers gros flocons tombèrent comme un avertissement, dérivant dans l'air glacé. Ils rejoignirent alors la petite cabane de Noah où Elisa logeait depuis que la précédente tempête avait ruiné tout espoir de dormir dans son propre abri pour l'instant inachevé. Leur cohabitation demeurait une simple affaire de survie. Noah insistait pour qu'elle utilise le lit mural, tandis qu'il dormait sur une paillasse près de l'âtre. Leur distance restait mesurée, presque sacrée, comme si elle garantissait l'équilibre fragile de leur quotidien à deux. Ni l'un ni l'autre n'évoquait cette tenue, mais elle existait, évidente et respectée. Le soir venu, la tempête s'abattit avec une violence insoupçonnée. Le vent descendait des cols comme une bête furieuse, heurtant les parois de la cabane de toutes ses forces. Chaque rafale faisait gémir le bois. La neige s'infiltrait par les interstices les plus infimes. Il fallait constamment alimenter le feu dans l'âtre pour maintenir la chaleur. La pire jusqu'à présent, dit Noah en ajoutant une grosse bûche aux flammes. Son visage, d'ordinaire impassible, affichait une tension inhabituelle. Elisa resta recroquevillée dans une couverture, serrant dans ses doigts un petit renard en bois sculpté. Elle avait trouvé dans cet objet simple une forme de réconfort, un symbole de l'humanité et de la compassion dont Noah avait déjà fait preuve à son égard. « Tu crois que ma cabane survivra » demanda-t-elle d'une voix basse. « Les murs sont solides » répondit-il sans détour. « C'est le toit partiel qui me préoccupe. » La nuit s'enfonça dans un tumulte terrifiant. Le vent hurlait comme une présence vivante et malveillante. La neige frappait les vitres comme des milliers de coups rapides. À un moment, un grondement monstrueux secoua toute la cabane. Un bruit aussi puissant qu'un tonnerre éclatant à bout portant. Noah bondit sur ses pieds. Foudre.
beaucoup trop près. Ils demeurèrent immobiles, en alerte, les sens tendus. Puis le vent reprit seul sa symphonie infernale. Noah resta debout longtemps, guettant chaque vibration, chaque ombre projetée sur la fenêtre. Ce ne fut qu'à contre-cœur qu'il regagna sa couverture. À l'aube, le monde semblait figé dans un silence majestueux. La tempête avait tout enseveli sous des vagues épaisses de neige, sculptées par le vent en crêtes étranges et fantomatiques. Ils s'équipèrent aussitôt. Noah ouvrait la voie avec ses raquettes, Elisa suivant dans les 3 sillons qu'il traçait. Le désastre les attendait. Un immense pin avait été déraciné et s'était abattu exactement sur la partie encore inachevée du toit. L'un des angles de la structure s'était affaissé sous le poids du tronc. Les tuiles reposaient partout sur la neige, brisées, éclatées, perdues. Elisa resta figée, le regard vide, comme incapable de respirer. Tant d'efforts, murmura-t-elle, l'émotion étranglant ses mots. Toute cette peine pour rien. Noah inspecta méticuleusement les dégâts, la mâchoire serrée mais l'esprit déjà au travail. La structure tient encore. Il faudra remplacer un coin de charpente. Nous avons perdu des tuiles, mais la base est solide. Voyant qu'elle restait pétrifiée, il posa sa main sur son épaule. Nous allons reconstruire, trancha-t-il avec une conviction non négociable. Et elle sera plus solide qu'avant. Il ramassa un morceau de tuile tombée. L'une de ses extrémités avait été noircie et fendue par la foudre. « Garde-la, dit-il. »« Pour me souvenir de quoi ?»« De mon échec, » s'emporta T.L. « Pour te souvenir de ta persévérance, » répondit-il avec calme. Il désigna la cabane qui, malgré la catastrophe, tenait toujours debout. « Tu t'es dressé face à l'hiver, et tu tiendras encore. » Puis il observa le pin abattu. « Ce bois est solide, droit, idéal pour refaire le toit. Une mauvaise nouvelle qui en cache une bonne, si on sait la voir. » Elisa serra le morceau de tuile dans sa main. Le bois fendu lui griffa la paume, mais elle ne relâcha pas sa prise. Son regard se releva vers Noah. « Comment fais-tu pour rester aussi calme alors qu'il faut tout recommencer ? Rien qui vaille vraiment la peine ne se gagne sans combat. Pas dans ces montagnes. » Il pesa son hache sur son épaule, prêt à œuvrer. « Et nous ne recommençons pas, nous continuons. » Le mois de février apporta un répit inespéré. Plusieurs jours de ciel clair, même si le froid restait mordant, leur permirent d'avancer rapidement. Le nouveau toit fut terminé plus robuste que le premier, bâti avec les planches du pin frappées par la foudre. Les murs nécessitèrent quelques ajustements mais tinrent bon. Enfin, ils purent se consacrer à l'intérieur. Noah accordait une importance sacrée au foyer. Le cœur d'une cabane, c'est son âtre, expliqua-t-il en disposant des pierres de rivière en arc de cercle. Mal construit, tu suffoques sous la fumée. Bien construit, il te protège et te réchauffe des décennies durant. Chaque pierre était choisie avec une attention presque méticuleuse. Noah les faisait tourner entre ses doigts, jugeait leur poids, leurs angles, leur capacité à s'imbriquer parfaitement. Elisa observait attentivement ses gestes, apprenant à reconnaître ces moments où il ne lui donnait pas seulement un ordre, mais lui transmettait un savoir. Elle avait compris que, dans ces montagnes, la survie n'était jamais garantie, mais qu'elle se gagnait par le courage patient, par le refus de céder, par la volonté de reconstruire même après que la foudre avait frappé. Et à chaque pierre ajustée, à chaque tuile refixée, elle sentait naître sous ses pieds quelque chose de plus précieux qu'un simple abri. Elle construisait sa place dans le monde. Une cabane certes modeste, marquée par les tempêtes et la lutte, mais qui lui appartenait de plus en plus. Une demeure où le feu brûlerait non seulement pour la chaleur, mais pour la preuve que l'on peut toujours se relever. À mesure que les journées s'écoulaient, la cabane qui avait failli disparaître devenait un symbole. Un acte de résistance contre l'hiver. Une preuve que la persévérance vaut mieux que la peur. Et peut-être, même si elle n'osait pas l'avouer, un signe que 2 vies autrefois isolées commençaient à se lier, pierre après pierre, sous le même toit. Lorsque la voix de Noah prenait cette cadence particulière, presque solennelle, Elisa comprenait qu'il ne transmettait pas seulement des instructions pratiques. Il partageait un savoir qui, pour lui, était vital à la survie et à la dignité humaine. L'âtre représente bien plus que la chaleur, déclara-t-il en reculant pour observer la structure qui prenait forme. C'est là que l'on cuit le repas, que l'eau chauffe pour la toilette, que les vêtements mouillés reprennent vie. C'est le cœur où s'organise la vie. Tout au long de la matinée, ils travaillèrent ensemble, pierre après pierre, pour élever la cheminée du foyer. Lorsque la structure atteignit la hauteur de leur hanche,
Noah désigna le cours d'eau à quelques pas du chantier. Il nous faut de l'argile du ruisseau pour sceller les pierres. Ils marchèrent côte à côte vers le cours presque pris par la glace. Le souffle du courant avait mis à nu une veine d'argile rougeâtre sous la neige. Noah connaissait l'endroit exact, comme s'il avait mémorisé chaque recoin de cette vallée. Ils creusèrent, utilisant des outils façonnés à partir de bois dur et de vieux andouillés de serre, arrachant au sol gelé des blocs de matière gluante. Ils remplirent un long baquet grossièrement taillé dans un tronc. Élisa se fatiguait vite, mais elle ne se plaignait pas. Chaque effort semblait désormais servir un but essentiel. Noah poursuivit ses explications, jamais avare en connaissance. L'argile seule se fissure sous la chaleur. Pour qu'elle tienne, il faut la fortifier avec de l'herbe séchée. Le mélange rend le tout plus solide. De retour au chantier, Élisa apprit avec minutie l'art ancien de malaxer le mortier. Ses mains pétrirent l'argile jusqu'à ce qu'elle devienne souple. Elle ajouta par petites poignées l'herbe que Noah avait séchée des semaines auparavant. L'effort exigeait une force nouvelle, qu'elle n'aurait jamais soupçonnée quelques mois plus tôt. Lorsque Noah testa le mélange entre ses doigts durcis, il hocha la tête. Bonne consistance. Ni trop humide, ni trop sèche. Le compliment, simple et honnête, valait pour elle un trophée. Ils comblèrent les interstices entre les pierres, Noah montrant chaque geste, puis guidant doucement les mains d'Élisa jusqu'à ce qu'elle reproduise parfaitement le mouvement. Son toucher restait neutre, professionnel. Pourtant, Élisa sentait son cœur battre plus vite dès qu'il approchait. « Presse bien », indiqua-t-il. Le mortier doit pénétrer au fond pour lier les pierres. Au fil de l'après-midi, le foyer se dressa avec majesté, surmonté d'une cheminée savamment construite pour conduire la fumée vers l'extérieur. Noah inspecta attentivement leur ouvrage, vérifiant chaque joint, chaque pierre. Il est temps de le mettre à l'épreuve. Ils placèrent délicatement du petit bois dans l'âtre vierge. Une étincelle jaillit, puis une autre. Noah souffla sur un nid de mousse sèche et une flamme timide naquit, avant de grandir et crépiter. Tous deux observèrent la fumée filer vers le haut, être happée par la cheminée et disparaître dans le ciel gris. « Regarde », murmura Élisa, les yeux brillants. Des volutes grises montaient droit vers le ciel. Rien ne revenait dans la pièce. Cela fonctionne. Noah resta impassible, mais Élisa avait appris à lire les petites nuances de son visage. Les coins de ses yeux s'étaient très légèrement assouplis. « Tu as réussi », rectifia-t-il. « Mes mains n'ont fait que guider les tiennes. » Cette reconnaissance lui alla droit au cœur. Noah n'était pas homme à flatter sans raison. Lorsque la nuit tomba, ils continuèrent de travailler à la lueur du feu nouveau, pressés de voir le refuge prendre vie. La lueur dorée dansait sur les murs naissants, transformant le lieu en un véritable foyer. Noah lui expliqua comment entretenir les braises pour qu'un feu survive jusqu'au matin. Le feu est un être vivant. Il faut le surveiller. Il te remerciera en te gardant en vie. Ils dégustèrent ensuite un ragoût de venaison, le premier repas préparé dans ce foyer qu'elle appellerait désormais, chez elle. Il a un goût différent ici, confia Élisa, savourant chaque bouchée. La nourriture est toujours meilleure chez soi, répondit Noah avec une simplicité qui l'ébranla profondément. Le mot « chez soi » résonna en elle comme une promesse longtemps attendue. Après son abandon, après tant de peur et de froid, une certitude se forma en elle. « Je resterai ici ce soir. » Noah releva la tête, visiblement surpris par sa décision. « La cabane n'est pas terminée. Il n'y a pas encore de lit. J'ai des couvertures. Et l'âtre ?» Il finit par acquiescer. « C'est ton choix. Appelle si besoin. » Avant qu'il ne parte, elle murmura, « Merci de m'apprendre tout cela, pas seulement de construire la cabane. » L'espace d'un battement de cœur, son regard laissa transparaître une émotion qu'il cachait d'ordinaire sous une armure d'austérité. « Tu apprends vite. » Puis il disparut dans la nuit. Ce soir-là, blottie près du feu, Élisa contempla les murs qu'elle avait aidé à ériger, la cheminée solide, le toit protecteur. La nuit était froide et tranchante dehors. À l'intérieur régnait une paix douce. Elle s'endormit, bercée par le crépitement régulier du feu. Elle n'était plus petite, faible ou encombrante. Elle était suffisante. La saison la plus rude s'abattit sur la vallée de Wild Elk. Le froid saisissait l'air au point de figer la respiration en cristaux éphémères. Les nuits semblaient infinies, sous des constellations glacées prêtes à se briser comme du verre. Les travaux extérieurs devinrent impossibles. Élisa s'installa donc pleinement dans sa cabane,
trouvant un rythme dans les mille tâches du quotidien. Ce confinement aurait pu la faire sombrer dans la solitude quelques mois plus tôt. Désormais, elle y voyait une forme de sérénité. La taille. Il vérifiait sa sécurité, l'état du feu, et déposait des provisions. Ses visites raccourcissaient au fil des semaines, car le froid devenait dangereux, mais il ne manqua jamais un jour. Sa constance était son encre. Parfois, il arrivait le visage strié de glace, ne s'attardait qu'assez pour couper du bois et assurer que tout était en ordre avant de repartir dans le blizzard. Il parlait brièvement, de choses pratiques, mais Elisa apprenait Noah, fidèle à son engagement, visitait chaque jour malgré les congères parfois hautes jusqu'à à lire entre les silences. Un après-midi où le vent hurlait contre les murs comme une bête affamée, Elisa exprima un nouveau désir, apprends-moi à sculpter le bois. Si je dois rester enfermé, autant apprendre quelque chose d'utile. Noah déposa son sac, réfléchit un instant, puis sortit un couteau affûté et quelques morceaux de pain. On commence simple, dit-il. Il lui montra comment tenir la lame, suivre le fil du bois, repérer la forme cachée dans la matière brute. Le bois sait ce qu'il veut devenir. Accompagne-le, ne le contrarie pas. Le vent redoublant, Noah dut rester pour la nuit. Chacun conserva une distance respectueuse, Elisa dans son lit fixé à la paroi, Noah sur une paillasse près du feu. Pourtant, leur cohabitation silencieuse semblait franchir une frontière invisible. Une familiarité nouvelle flottait dans l'air chaud du foyer. Les jours suivants, tandis que la neige ensevelissait lentement la demeure jusqu'aux fenêtres, Elisa se passionna pour la sculpture. Ses premières créations ressemblaient à des morceaux informes, mais ses mains, habituées aux travaux délicats, gagnèrent rapidement en précision. Noah lui apportait différentes essences. Le pin, tendre et docile. L'érable, ferme et durable. Le précieux merisier, arraché à des meubles abandonnés. Il la guidait avec une franchise tranquille, jamais méprisante. Tes mains savent déjà des choses que ton esprit ignore encore, observa-t-il un jour en la voyant travailler une cuillère. Il suffit parfois de les laisser faire. Le milieu de l'hiver arriva, ce moment traditionnellement célébré dans les montagnes comme la preuve que l'on avait survécu au pire. Noah entra dans la cabane, chargé d'un petit paquet enveloppé de peaux de daim. Il posa ensuite sur la table deux trésors rares, des grains de café et une poignée de sucre. Jour important. Les jours rallongent. L'espoir revient toujours, même s'il se cache derrière la neige. Elisa prépara le café sous sa direction, le parfum riche emplissant la pièce de chaleur et de réconfort. Ce geste, si simple, avait la saveur d'une fête. Deux êtres humains, isolés dans la vastitude sauvage, partageaient un luxe que beaucoup ne connaîtraient jamais. Elisa sentit une boule dans sa gorge. Elle disparut un instant, puis revint avec un paquet maladroitement noué. Dedans, 3 cuillères en bois qu'elle avait sculptées pour lui. Sur chaque manche, un motif différent, un souvenir de cette vallée. Des pins élancés, des montagnes exactes, des constellations minutieusement gravées. Pour ta cabane. Pour remplacer celle qui s'use. Noah étudia chaque détail, ses doigts rugueux caressant la finesse des lignes. C'est très bien fait. Mieux que ce que je pourrais faire moi-même. Tu m'as appris. Je t'ai montré les bases. Le reste, c'est ton regard. Ce que toi seul sais voir. Une chaleur douce se répandit en elle, plus profonde que n'importe quel feu. Dans le silence qui suivit, Elisa réalisa l'ampleur du chemin parcouru depuis ses premiers jours glaciaux où elle était arrivée tremblante et perdue dans la vallée. Elle n'était plus une survivante résignée. Elle façonnait son propre monde, pierre après pierre, flamme après flamme, trait après trait sur le bois. Le cœur du foyer brillait devant elle, symbole de sa renaissance. La vallée de Wild Elk resterait encore longtemps dans l'étreinte de l'hiver, mais en elle déjà, quelque chose fondait. Quelque chose renaissait. Elle n'était plus seule au monde. Elle existait. Elle créait. Elle appartenait enfin à quelque chose. Et ce quelque chose, à présent, répondait à son propre nom. La maison d'Elisa. Le foyer qu'elle avait bâti de ses mains, avec l'aide d'un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui avait su lui transmettre plus que des techniques de survie. Il lui avait transmis une place. Une force. Un avenir. Pour la première fois, alors que le feu projetait sur les murs de pierre des ombres dansantes comme des promesses, Elisa sentit une vérité simple et profonde se poser en elle. Elle était chez elle. Ses mains, autrefois fragiles et maladroites, se mouvaient désormais avec une assurance nouvelle. Chaque geste du quotidien témoignait du chemin qu'elle avait parcouru.
Son corps, qu'elle avait longtemps cru trop frêle pour affronter la rudesse des montagnes, s'était renforcé à force de nécessité, de travail et d'une volonté obstinée de survivre. Plus encore que la force physique, c'était son esprit qui s'était métamorphosé. La peur, qui l'avait gouverné les premiers jours, avait reculé, remplacée par une détermination farouche. Le sentiment d'impuissance avait fait place à la capacité et au discernement. L'abandon qu'elle avait subi n'était plus son identité, seulement un tournant qui l'avait conduite à faire des choix propres, libres, courageux. La cabane elle-même se dressait comme la preuve matérielle de cette transformation. Chaque pierre, chaque bille de bois, chaque poignée de mortier parlait de résilience, de ténacité, de naissance nouvelle. Noah observait Elisa en silence. Il la voyait accomplir ses tâches avec une lente fierté, une maîtrise qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Il remarqua l'expression pensive qui assombrissait ses traits malgré la lumière du feu. « Tu réfléchis encore profondément » dit-il calmement, s'interrogeant sur le fil de ses pensées. Elle sourit, et ce simple mouvement, naguère si rare, s'inscrivit sur son visage avec une aisance nouvelle. « Je me demande juste ce que le printemps apportera, » répondit-elle, le regard perdu vers la fenêtre où la neige se déposait encore en silence. Noah hocha la tête. « Le printemps apporte toujours des choix, » dit-il avec simplicité. De nouveaux départs. Dehors, les flocons continuaient de tomber sans répit, scellant le monde dans un manteau blanc. Pourtant, entre les murs de la petite cabane, quelque chose de tout à fait différent germait, fragile encore, mais bien vivant. Une promesse. Cette illusion de calme prit fin le jour où les premières traces apparurent dans la neige. Après 3 longues journées de tempête, Noah découvrit des empreintes fraîches en arrivant derrière la cabane d'Elisa. Elle venait de la crête orientale, descendait en arc prudent jusqu'au ruisseau qui serpentait derrière les habitations. L'habitude qu'il avait prise, celle de patrouiller chaque matin autour des 2 cabanes afin de vérifier l'absence de menaces, lui permit de les repérer immédiatement. « Il faut être prudent », prévint-il lorsqu'Elisa les rejoignit, ses paroles formant des nuages dans l'air glacial. Il montra du doigt les marques larges au coussinet bien définies. Un hiver trop dur les pousse vers les zones habitées. La faim les rend audacieux. Elisa observa les traces avec une attention inquiète. Chaque empreinte dépassait la largeur de sa propre main. On distinguait le traînement des fourrures épaisses sur la neige. « Vont-ils attaquer » demanda-t-elle d'une voix qui trahissait une crainte instinctive. Habituellement non. Ils préfèrent des proies faciles. Mais la désespération change le comportement. Chez les loups, comme chez les hommes, ajouta-t-il en scrutant la lisière de la forêt. Cette nuit-là, ils les entendirent pour la première fois. Des hurlements lointains, d'abord étouffés par la neige, puis de plus en plus proches, se répondant, comme une conversation nocturne entre ombres affamées. Les sons glacèrent Elisa jusqu'aux os. Malgré les solides murs de bois qui l'entouraient, elle se sentit exposée, observée. Ils communiquent, expliqua Noah avec calme. Ils coordonnent leur chasse. Pour nous, s'inquiéta-t-elle, la voix serrée. Probablement pas pour nous d'abord. Pour le gibier qui manque. Toutefois, il vaut mieux rester prudent. Durant les jours suivants, les hurlements revinrent, parfois au crépuscule, parfois au milieu de la nuit, aiguisant la vigilance d'Elisa. Noah l'entraîna avec une rigueur méthodique. Il lui apprit à reconnaître les signes d'un danger imminent, les traces trop proches de la cabane, le silence soudain des petits animaux de la forêt, un cadavre laissé à découvert sans être consommé, signe que le prédateur n'avait pas craint d'être dérangé. Il lui montra même comment fabriquer des systèmes d'alarme rudimentaires, des ficelles de clochettes suspendues autour de la propriété, prêtes à tinter si une présence lourde s'approchait pendant la nuit. La leçon la plus importante, précisa Noah en coupant du bois, ne jamais montrer sa peur. Les loups la sentent. Elle te fait paraître comme une proie. Elisa acquiesça, buvant chaque conseil avec une concentration implacable. Que fait-on s'il s'approche trop, demanda-t-elle. On se grandit. On fait plus de bruit que ce que l'on est. Il lui montra comment lever les bras hauts, pousser un cri sec et autoritaire. La plupart reculeront. Ils sont prudents par nature. La plupart ? Noah détourna le regard vers les arbres. Dans chaque meute, il y en a un qui teste les limites. Celui-là est dangereux. Au fil des jours, les apparitions se multiplièrent. Les silhouettes grises glissaient entre les troncs, surtout à l'heure où la lumière s'éteignait. Parfois, Elisa sentait leur regard avant de les apercevoir. Noah commença à dormir plus souvent dans la cabane d'Elisa, étendue sur la paillasse près de l'âtre,
évitant ainsi le trajet trop risqué jusqu'à sa propre cabane lorsque la nuit tombait. Toujours chacun son espace, toujours une distance respectueuse, mais sa présence rassurait la jeune femme lorsque les hurlements lacéraient le silence nocturne. Puis un jour, la menace se matérialisa. Le ciel était clair, l'air coupant. Elisa ne fit qu'un pas hors de la cabane pour prendre du bois, lorsque son regard se figea. À peine 20 pas, un loup immense se tenait immobile, sa fourrure grise hérissée, ses yeux ambrés rivés sur elle avec une intelligence déstabilisante. La peur l'étreignit, glaçante, brutale. Le bois glissa presque de ses bras. Elisa appela Noah depuis l'intérieur, sa voix volontairement posée. « Ne cours pas, rejoins-moi lentement. » Elle inspira profondément, chassant la panique, se rappelant les leçons apprises. Elle recula pas à pas, sans détourner le regard. Le loup s'avança, son souffle formant de la vapeur dans l'air gelé. « Maintenant, grandis-toi » ordonna Noah en apparaissant à ses côtés. Ils levèrent ensemble les bras, crièrent, un son puissant, à l'opposé de la discrétion habituelle de Noah. Le loup hésita, oreilles dressées. Puis, à l'orée des bois, des formes se matérialisèrent. 3 autres loups, silencieux, fluant hors de la pénombre. À l'intérieur, murmura Noah, sa main cherchant déjà le manche de la hache. Lentement, ils reculèrent pour entrer. Le loup dominant bondit soudain. Un mouvement rapide, un test. Noah réagit aussitôt, décrivant avec sa hache un arc large et précis. La lame heurta l'air avec une menace d'acier, à quelques centimètres du museau de la bête. Celle-ci recula d'un soubresaut surpris. Elisa, le cœur martelant, attrapa une branche enflammée dans l'âtre. Elle la brandit, les flammes projetant des éclats de lumière et de chaleur. Face au fer et au feu, la meute fit halte. Après un temps qui sembla étirer l'univers, le loup-chef tourna les talons avec une lenteur calculée. Les autres suivirent, glissant dans les bois, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce n'était pas une capitulation. Seulement un sursis. Lorsque tout fut silencieux, les jambes d'Elisa cédèrent presque. Noah posa une main sur son épaule. Ce contact rare témoignait du péril affronté. « Ils reviendront » annonça-t-il d'une voix grave. Une meute de cette taille a besoin de beaucoup de nourriture. Cette nuit-là, ils renforcèrent la porte, empilèrent plus de bois dans l'âtre et fabriquèrent des torchets de fortune avec des branches de pin imbibées de graisse. « As-tu eu peur » osa Elisa. Il resta silencieux longtemps avant de répondre. Seuls les insensés ne craignent rien en territoire de loup. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Il sortit alors de son manteau un petit objet, une dent de loup montée sur un lacet de cuir. L'hiver dernier, situation semblable. Issue différente. Garde-la. Elisa referma sa main sur le talisman, sentant la pointe contre sa peau. Un symbole. Une victoire contre la peur. Elle allait bientôt devoir s'y accrocher. Car la prochaine épreuve approchait déjà. La maladie de Noah commença par un simple toussotement. Rien de plus, semblait-il. Pourtant, au fil de la soirée, le bruit se fit plus profond, sec, grinçant, perturbant la tranquillité du feu. Elisa observa l'éclat anormal dans ses yeux, la respiration plus lourde qu'à l'accoutumée. « Tu es malade » constata-t-elle en posant une main sur son front. Il se déroba presque par réflexe. « Juste fatigué. Il me faut du repos. » Au matin, la vérité s'imposa d'elle-même. Noah arriva en retard, les pas traînants, le visage rougi par la fièvre malgré le froid mordant. Lorsqu'il franchit le seuil, il chancela. Elisa le rattrapa sans une seconde d'hésitation. La pudeur, le protocole, toutes ces barrières se fissurèrent face à l'urgence. « Assieds-toi près du feu » dit-elle avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas. Trop faible pour protester, Noah se laissa guider. La chaleur du foyer éclairait la détresse que son corps tentait de dissimuler. Elisa sentit une peur familière la saisir. Celle que l'on ressent lorsque la vie vacille. Elle avait déjà vu des êtres qu'elle aimait se consumer ainsi durant les hivers de son enfance. Elle ne laisserait pas cela se reproduire. « Depuis quand te sens-tu ainsi » demanda-t-elle en plaçant un linge froid sur son front brûlant. « Hier. Je pensais que cela passerait. » La fièvre des montagnes, chuchota Elisa. Sa grand-mère avait redouté ce fléau. Un mal dangereux qui s'abattait sur les isolés comme un loup invisible. Elle tira le petit renard sculpté qu'elle gardait sur elle depuis son départ. Ses doigts caressèrent le bois,
cherchant instinctivement courage et mémoire. Puis, relevant la tête vers Noah, elle déclara « Tu dois t'allonger ». Il voulut protester. « Je devrais retourner à ma cabane. Je ne veux pas être un poids. »« Assez, trancha-t-elle. Tu as veillé sur moi tout l'hiver. À mon tour maintenant. » La simplicité de ces mots abattit les dernières résistances de Noah. Il se laissa conduire vers son lit. La lutte contre la fièvre commençait. Dès qu'il sombra dans un sommeil agité, Élisa se couvrit de son châle le plus chaud et sortit dans la neige profonde. La forêt, malgré ses dangers, recelait aussi les remèdes dont elle avait besoin. Les enseignements de sa grand-mère revenaient par vagues. Les racines cachées sous la neige, les branches persistantes des conifères, les feuilles de certaines plantes endurantes. Ses mains, durcies par le travail, fouillaient la neige, déterrant les dons de l'hiver. Elle rassembla de quoi préparer une infusion médicinale, revérifiant chaque ingrédient dans son esprit avec une concentration absolue. Lorsqu'elle revint enfin, chargée de son précieux butin, la respiration de Noah semblait plus lourde. Sa peau brûlait sous la fièvre. Le danger était désormais bien réel. Élisa posa son panier près du feu et se pencha vers lui avec une résolution calme, elle ne laisserait pas la mort franchir cette porte. Pas tant qu'elle tiendrait debout. Pas tant qu'il lui restait un souffle de force, de savoir, de courage. Dans cette petite cabane au milieu de l'hiver le plus dur, une bataille silencieuse contre la nuit venait de commencer. Noah l'avait sauvé. Désormais, Élisa allait se battre pour le sauver à son tour. Elle n'était plus la jeune femme abandonnée que le hasard avait portée dans les montagnes. Elle était devenue la gardienne d'une vie. Et aucun loup, aucune tempête, aucune fièvre ne la ferait reculer. Il se débattait sur le lit étroit, le corps agité par une toux sèche qui semblait lui arracher le souffle. Ses lèvres murmuraient des bribes de mots que la fièvre brouillait aussitôt. Élisa, concentrée, ne cessait de s'activer autour de lui. Elle écrasait des aiguilles de pin pour libérer leurs huiles curatives, raclait des fragments d'écorce de saule aux propriétés apaisantes, et plongeait dans l'eau frémissante les baies séchées qu'elle avait soigneusement conservées à l'automne. Du matin jusqu'à la nuit profonde, elle ne quittait pas son chevet, attentive à chaque respiration haletante, rafraîchissant son front brûlant avec des linges glacés de neige, l'aidant à boire des tisanes médicinales, surveillant le moindre changement dans son état. Lorsque le délire l'emportait, elle parlait doucement, sa voix devenant l'unique repère dans la tempête intérieure qui l'égarait. Une nuit, alors que la fièvre semblait momentanément s'apaiser, Noah entr'ouvrit les paupières et trouva son regard. « Ma mère » murmura-t-il, comme s'il apercevait un fantôme du passé. Elle chantait quand j'étais malade. Élisa essorra le tissu humide qu'elle tenait entre les mains. Je ne connais pas beaucoup de chansons, avoua-t-elle, mais je peux te raconter une histoire. Il hocha faiblement la tête. Elle entreprit alors de lui narrer les récits que sa grand-mère lui avait transmis lorsqu'elle-même n'était qu'une enfant. Elle évoqua les esprits des montagnes et les animaux rusés qui déjouaient la faim et le froid. Elle parla des étoiles qui guidaient les voyageurs perdus, et des petites créatures qui, malgré leur fragilité, survivaient aux épreuves les plus terribles. Sa voix devint le fil qui le ramenait, encore et encore, vers un sommeil réparateur. Ainsi se déroulèrent 3 jours et 3 nuits, rythmés par de brefs moments de lucidité immédiatement suivis de toux violents et de fièvre. Élisa ne dormait presque plus, s'assoupissant à peine quelques minutes sur la chaise près du lit, le regard toujours en alerte. Elle préparait des cataplasmes de résine de pin et de racines broyées qu'elle appliquait sur sa poitrine pour l'aider à mieux respirer. Elle augmentait la force de ses infusions au fil des jours, espérant chaque fois un progrès, si minime soit-il. Le 4e matin, elle se réveilla avec un sursaut, la tête posée contre le matelas. Noah l'observait, pleinement conscient pour la première fois depuis longtemps. « Tu es toujours là » souffla-t-il, la voix faible, mais claire. « Où voudrais-tu que je sois » répondit-elle en vérifiant sa température. La fièvre avait cédé. Noah eut un bref rire qui se transforma en soupir. « Tu m'as sauvé la vie. » Élisa secoua la tête. « Je n'ai fait qu'utiliser les plantes que je connais. C'est le seul vrai héritage que ma famille m'a transmis. » Noah corrigea doucement, « Ce n'est pas seulement la médecine. C'est l'attention. Le soin. Personne ne m'a veillé ainsi depuis que j'étais enfant. » Ces mots, fragiles et intimes, arrêtèrent Élisa dans ses mouvements. Dans un instant de clarté, elle comprit que la balance avait changé. Celui qui avait bâti un abri pour la sauver du froid dépendait à présent de sa force et de son savoir. « Repose-toi » murmura-t-elle simplement. « Il faut laisser ton corps se remettre.
Les jours suivants confirmèrent le retour progressif de Noah vers la santé. Bien que ses forces fussent encore limitées, il refusait l'inactivité complète et se rendait utile en taillant du petit bois ou en lui indiquant les réparations à faire. Le soir, près du foyer dont la lueur orangée réchauffait leur silhouette, il se confiait davantage que par le passé. Des souvenirs de son enfance surgissaient, précieux et enfouis, comme si la maladie avait fissuré une carapace demeurée trop longtemps intacte. Elisa écoutait en silence, reconnaissante de ce témoignage de confiance. Ses mains s'affairaient à trier et empaqueter ses plantes médicinales, mais son esprit retenait chaque fragment de son histoire. Elle réfléchissait à la trajectoire improbable qui les avait conduits ici, à la manière dont la faiblesse attribuée à son sexe et à sa jeunesse s'était muée en ressources vitales, comment une situation de brutal abandon avait ouvert la voie à un sentiment réel d'appartenance. Puis, un matin de début mars, une note vive se glissa dans l'air glacé. Un chant, si léger et pourtant si affirmé qu'il parvenait à fissurer le silence hivernal. Elisa ouvrit les volets et découvrit un petit oiseau brun posé sur une branche dénudée, le poitrail bombé, proclamant sans crainte l'arrivée d'un renouveau. Premier rouge-gorge, commenta Noah en la rejoignant à la fenêtre. Ils reviennent toujours avant le dégel. Ils savent ce que nous ignorons encore. Elisa demeura fascinée. Comment survivre quand il y a encore tant de neige? Noah répondit sans hésiter, il trouve ce que les autres ne voient pas. Il perçoit ce qui se cache sous la surface. Dans les jours qui suivirent, ils notèrent d'autres signes timides du changement de saison. Une lumière plus généreuse, la neige qui se ramollissait sur les pentes orientées vers le soleil, le goutte à goutte régulier des glaçons sous les avant-toits. L'hiver, bien qu'encore puissant, commençait lentement à lâcher prise. Noah recouvrait sa vigueur, en même temps que la montagne retrouvait des couleurs invisibles mais déjà présentes dans l'air. Ils reprirent ensemble l'amélioration du mobilier rudimentaire, une petite table façonnée dans des planches de pin, des chevilles de bois pour suspendre vêtements et outils, une surface de cuisson plus stable sur l'âtre de pierre. Un soir, alors qu'ils achevaient leur travail, Noah déclara d'un ton simple, « Au printemps, tu devrais planter un jardin. Au sud, le soleil donne bien. La terre est riche. » Ces mots résonnèrent en elle avec une intensité particulière. Ils suggéraient un futur partagé, un plan qui dépassait les urgences de la survie. Elisa sentit un trouble au fond de sa poitrine. « Je ne sais rien du jardinage, » avoua-t-elle. « Ce n'est pas compliqué, » répondit Noah. « Les graines veulent pousser. Il suffit de les aider. » Avant qu'elle ne puisse poursuivre, un tintement cristallin les fit se retourner. Des clochettes de harnais. Un son étranger après de longs mois d'isolement. Noah saisit immédiatement son fusil. Quelqu'un arrive. Il ordonna à Elisa de rester à l'intérieur. Elle refusa et se posta près de lui sur le petit porche qu'ils avaient construit dès que la météo l'avait permis. Un chariot tiré par 2 chevaux émergea des arbres et s'approcha lentement. Un homme massif se tenait à la bride. Noah se détendit légèrement. Silas, du poste de commerce. Le visiteur arrêta son convoi devant eux et détailla la construction avec un sifflement impressionné. Donc, c'est vrai. Parker a vraiment construit une cabane pour quelqu'un. Sans attendre de réponse, il sauta de son siège et ouvrit l'arrière du chariot. J'ai pensé que vous manquiez peut-être de provisions après un hiver pareil. Il leur remit des sacs de farine, du café, du sel, et d'autres denrées indispensables. Noah protesta à demi, je n'ai pas demandé la charité. Silas éclata d'un rire bref. Appelle ça un investissement. Cette vallée est bonne pour le bétail. J'en ferai peut-être paître ici cet été. Bon de savoir qu'il y a des bras pour surveiller les lieux. En se dirigeant vers l'espace que Noah avait suggéré pour un potager, Silas sortit de sa poche un petit sachet de toile qu'il remit à Elisa. Des pommes de terre à planter. Facile, même pour une débutante. Dès que la terre dégèle. Chaque foyer a besoin de quelque chose qui pousse en son sein. Le mot foyer résonna comme une validation. La cabane n'était plus un abri improvisé contre l'hiver. C'était une maison. La sienne. Avant de repartir, Silas se tourna vers eux avec un air de malice. Les gens parlent. L'histoire de la fille abandonnée et du bâtisseur silencieux intrigue. Certains parient que tu partiras à la fonte des neiges. Noah haussa les épaules. Les gens parlent trop. Silas haussa un sourcil. C'est dans leur nature. Puis il ajouta, comme s'il livrait un secret anodin, on dit que dans la vallée de Clearwater, plus loin vers l'est, tes parents ont raconté que tu étais morte pendant le voyage.
Le choc fut brutal. Une vague glacée déferla en elle. Elle avait imaginé bien des scénarios pour expliquer qu'il ne les pas recherchés. Elle n'avait pas prévu d'être effacée. Rayée de leur histoire comme si sa vie ne valait pas d'être remarquée. Noah posa un regard attentif sur elle. Cela change quelque chose pour toi. La question dépassait le sujet apparent. Souhaitait-elle retourner vers ceux qui l'avaient abandonnée pour rétablir la vérité? Ou renoncer définitivement à ce passé? Elle prit le temps de respirer. Non, déclara-t-elle enfin. Ils ont fait leur choix. J'ai trouvé le mien. Une fois Silas parti, Noah et Elisa restèrent côte à côte sur le porche, silencieux, le sachet de graines bien serré dans la main de la jeune femme. « Que planteras-tu en plus des pommes de terre » demanda Noah. Elle contempla la vallée blanche, déjà en train de se transformer sous ses yeux imaginaires. Tout ce qui acceptera de prendre racine. La conviction s'ancra en elle comme une pousse neuve sous la neige. Le printemps, capricieux et magnifique, poursuivait son avancée. Les jours alternaient entre brises tièdes et bourrasques glaciales, entre soleil radieux et flocons fugaces. Le dernier grand ouvrage restait à accomplir, une véritable porte pour la maison. Noah l'aida à ajuster les gonds et à fixer les planches épaisses. Une porte n'empêche pas seulement le vent d'entrer, expliqua-t-il. Elle trace une limite. Elle dit qu'ici commence un foyer, un lieu fait pour durer. Elisa posa la main sur le bois frais et sentit dans son cœur la même déclaration silencieuse. Leur hiver avait été une épreuve. Leur printemps serait une renaissance. Le monde extérieur pouvait spéculer sur leur choix à venir. Eux, désormais, savaient qu'ils avaient bâti quelque chose qui ne s'effondrerait pas à la première tempête. Un abri. Une maison. Une vie. Et surtout, un avenir qui, comme la terre en dégel, n'attendait qu'à être cultivé. Le retour des beaux jours transforma enfin la vallée en une terre de nouveau praticable. Noah, observant le ciel dégagé et les monts débarrassés de leur plus dure rigueur, suggéra une expédition vers la bourgade la plus proche, là où travaillait un forgeron digne de ce nom. Ils avaient désormais besoin de charnières en fer. Selon lui, une porte aussi solide que celle qu'ils avaient construite méritait un métal résistant, capable de porter son poids sans faillir. Cette simple remarque devint le prétexte à la première véritable sortie d'Elisa hors du refuge des montagnes depuis son abandon, plusieurs mois auparavant. Même si son corps demeurait encore marqué par les privations de l'hiver, elle découvrit, presque surprise, qu'elle parvenait à suivre le pas imposant de Noah. Ils avancèrent côte à côte à travers les plaques de neige restantes et les sentiers profondément boueux où leurs bottes s'enfonçaient à chaque pas. Chaque foulée constituait une victoire silencieuse contre la fragilité qu'elle pensait encore porter en elle. Lorsque le village apparut, Elisa resta un moment immobile, saisie par l'émotion. Ce n'était qu'un regroupement sommaire de bâtiments de bois éparpillés autour d'un croisement de chemins, à peine une poignée de maisons, un petit magasin général, une remise transformée en forge. Pourtant, après la longue solitude, ce lieu grouillant de regards et de murmures lui sembla presque assourdissant, bouleversant. Les habitants s'arrêtèrent pour les observer, intrigués par cette jeune femme frêle marchant aux côtés de l'homme taciturne des montagnes, que presque tous connaissaient au moins de réputation. On chuchotait sur leur passage, comme si leur pas déposait une histoire neuve à chaque mètre. C'est sûrement elle, la fille abandonnée. Celle pour qui Parker a construit une cabane. Ces mots flottaient dans l'air, à peine murmurés mais pourtant si distincts qu'ils semblaient hurler à ses oreilles. Elisa, droite et le regard ferme, affronta ses curiosités sans baisser la tête. Qu'il regarde. Qu'il questionne. Elle ne se considérait plus comme la jeune femme fragile que l'hiver avait essayé d'emporter. Elle avançait désormais en décidant elle-même de chacun de ses pas. Le forgeron, un homme massif aux bras aussi épais que des troncs de sapin, examina avec attention les croquis et mesures dessinés à la main par Noah. Il hocha la tête, presque respectueux, devant la qualité de la conception. Il demanda simplement qui avait enseigné aux montagnards l'art de bâtir. La réponse de Noah fut brève, comme à son habitude. La nécessité avait été son seul maître. Le forgeron ne chercha pas à en savoir plus. Le travail parla pour eux. La route du retour fut plus silencieuse. Elisa tenait précieusement les charnières nouées dans un morceau de toile grossière, consciente de leur importance. Quelques jours plus tard, lorsque la porte fut enfin ajustée à son cadre, le fer noir forgé à la main offrait un contraste saisissant avec le blond lumineux du pain. Elisa passa la main sur la surface rugueuse du métal, admirant la solidité du travail. La porte pivotait parfaitement. Noah la regarda tester l'ouvrage,
une lueur de satisfaction rare traversant ses traits d'ordinaire impassible. Mesurer 2 fois, couper une seule fois. Cet adage auquel il obéissait prenait ici toute son ampleur. La porte s'ouvrait désormais sur un intérieur qui ressemblait enfin à un véritable foyer. La grande cheminée en pierre dominait une paroi. Les étagères qu'ils avaient ajoutées accueillaient déjà quelques ustensiles simples. Une table et 2 chaises de bois occupaient l'espace central. Dans le coin le plus chaleureux, le lit encastré promettait des nuits enfin paisibles. Ce refuge n'était plus un abri précaire dressé contre la mort. Il devenait une maison. Un lieu où la persévérance et la solidarité prenaient forme. Noah se redressa soudain et fouilla dans son sac, comme gêné par ce qu'il s'apprêtait à faire. Il sortit un petit paquet enveloppé de cuir et le tendit à Elisa avec une hésitation inhabituelle. Elle défit la lanière. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Un loquet en fer ouvragé, bien plus décoratif qu'exigé par une simple fonction utilitaire. De discrètes gravures de branches de pin couvraient le métal. Noah expliqua d'un ton presque mal assuré que la femme du forgeron avait ajouté cette touche. Selon elle, la porte d'une femme devait posséder autant de beauté que de solidité. Elisa effleura les motifs du bout des doigts. Ce n'était pas simplement un loquet. Il s'agissait d'un hommage à la personne qu'elle devenait. Ils l'installèrent ensemble. Noah lui montra le mécanisme, modeste mais ingénieux. Une fois la tâche accomplie, il recula pour la laisser faire glisser elle-même le verrou. Le clic retentissant résonna dans la pièce comme un symbole de renaissance. Une porte signifiait désormais qu'elle décidait qui entrerait et qui resterait dehors. Elle le murmura, comme pour vérifier que la phrase appartenait bien à sa voix. Noah acquiesça gravement. Ce lieu était vraiment le sien. Ces simples mots la submergèrent d'une émotion intense. Elle regarda autour d'elle. Chaque pierre, chaque poutre parlait de lutte, de volonté, de survie conquise jour après jour. Ce foyer représentait la victoire sur l'abandon. Soudain, portée par un élan presque enfantin, elle déclara qu'il fallait célébrer ce moment. Dans un geste précieux, elle sortit la dernière poignée de café que Silas leur avait offerte, trésor rarissime dans ces montagnes. La boisson chauffa lentement sur les braises vives. Noah s'assit à la table, l'air détendu, laissant la quiétude s'installer entre eux, comme une habitude agréable acquise au fil des épreuves partagées. Elle évoqua les regards lourds de questions dans le village. Elle demanda à Noah si cela le troublait, ce que les autres pouvaient imaginer d'eux. Il répondit calmement que les gens avaient besoin d'histoires simples pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Certaines choses n'avaient pas besoin de justification. Elles existaient. Et cela devait suffire. Lorsque leurs tasses s'entrechoquèrent en un modeste toast à cette porte nouvelle, la lumière du jour entra en longue bande dorée par l'ouverture. La porte pouvait désormais se fermer à volonté pour protéger ce qu'ils avaient construit. Elle pouvait aussi s'ouvrir pour laisser entrer le monde. Elisa leva sa tasse vers l'horizon visible depuis le seuil. Elle porta un toast à la liberté de choisir. Les semaines suivantes virent le printemps métamorphoser la vallée comme par enchantement. La neige se retira vers les sommets, laissant place à une explosion de vert et de couleurs. Les prairies se couvrirent de tapis de fleurs sauvages. Les saules le long du ruisseau déployèrent leurs jeunes feuilles, frémissantes sous la brise. La cabane, emplie d'une nouvelle énergie, semblait s'installer définitivement dans ce théâtre de renaissance. Les rondins se resserraient, la maçonnerie séchait et durcissait comme prévu. Une petite violette sauvage poussa miraculeusement au pied de la porte, symbole délicat d'une vie prête à s'épanouir. Techniquement, leur objectif était atteint. L'abri était construit. Pourtant, Noah continuait de venir chaque jour. Parfois tôt au matin, d'autres fois à la tombée du jour. Il reprenait ses activités de chasseur et de trappeur mais ne laissait jamais passer une journée sans une visite. Souvent, il apportait un présent modeste, 2 truites encore frémissantes, une poignée de bail, une tige d'oignon sauvage. Entre eux, une routine silencieuse et tendre se dessinait, souple, équilibrée, respectueuse. Ils préparèrent ensemble le lopin de terre destiné au potager d'Elisa. Noah lui apprit à tresser un enclos de branchages pour protéger les jeunes pousses contre les animaux curieux. Un après-midi, alors qu'elle écorchait avec une précision nouvelle un lapin pris dans son propre piège, il commenta qu'elle devenait une véritable femme des montagnes. La remarque la toucha profondément. Ses mains autrefois hésitantes exécutaient désormais des gestes sûrs, hérités de cette existence rude mais formatrice. Son corps s'était fortifié, son esprit encore davantage. La peur avait reculé, remplacée par une certitude tranquille, elle appartenait désormais à cette terre.
Elle lui dit doucement qu'elle lui devait beaucoup. Noah secoua la tête. La force avait toujours été en elle. Lui n'avait fait que montrer le chemin. Avant qu'elle puisse répondre, un son étranger déchira le calme de la vallée. Le grincement de roues sur le sentier. Une charrette surgit de la lisière des arbres avec à son bord une famille exténuée par un long voyage. Le père tirait les rênes, la mère paraissait vidée d'énergie, les enfants regardaient partout avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Noah, prudent, s'avança d'un pas, se plaçant légèrement devant Elisa. La vallée comptait désormais 2 habitations et le père comprit qu'il n'était pas seul. Il annonça qu'il cherchait une voie vers l'Oregon, le col principal étant encore impraticable à cause des neiges tardives. Noah confirma qu'un passage alternatif existait plus au nord mais restait étroit. La lueur de soulagement dans les yeux des voyageurs semblait presque effacer leur fatigue. La mère demanda de l'eau pour leurs enfants assoiffés. Elisa répondit sans attendre qu'elle allait en chercher. La simplicité de son geste illustrait combien elle avait gagné en assurance. Les enfants l'observaient avec une fascination naïve. Vivre seul dans un endroit si reculé leur paraissait extraordinaire. La mère s'approcha d'Elisa, l'aidant à porter les récipients. Elle glissa qu'une jeune femme aurait bien des raisons d'avoir peur en un lieu si isolé. Cette réflexion toucha une corde sensible dans le cœur d'Elisa. La peur était un vêtement qu'elle avait fini par abandonner. Elle répondit avec une douceur ferme. Autrefois elle avait tremblé. Aujourd'hui, la terre sous ses pieds lui offrait son courage. La femme hocha la tête, admirative. Les préoccupations devinrent immédiatement plus terre à accent grave terre. Elles discutèrent de graines, de saisons, de méthodes pour fumer la viande et conserver les légumes pendant l'hiver. Au moment où le père remercia Noah et Elisa avant de reprendre leur route, Elisa sentit une chaleur nouvelle emplir sa poitrine. Non seulement elle survivait ici, mais elle aidait d'autres voyageurs. Ce simple échange prouva que son existence, jadis fragile, prenait une direction qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cette vallée n'était plus un exil. Elle devenait un lieu de passage, de rencontre, de transformation. Une terre où l'on réapprenait à vivre. Elle avait sa maison, son jardin, sa porte qu'elle pouvait ouvrir ou fermer selon son choix, un ami sur qui elle pouvait compter et un avenir qu'elle bâtissait jour après jour. Elle se tenait désormais au cœur d'une vie qui lui appartenait pleinement, forgée à la force de ses mains et de son courage, sur cette terre qui accueillait les âmes prêtes à renaître. La femme avait partagé avec Elisa les conseils durement acquis au fil du long voyage qui avait conduit sa famille vers ces terres de l'Ouest. En retour, Elisa avait transmis ce qu'elle avait appris des montagnes et du Val sauvage où elle avait survécu seule, l'hiver précédent. Elle parlait désormais avec l'assurance de celle qui a conquis la peur par la persévérance. Elle connaissait les champignons comestibles, les herbes aux vertus curatives, les baies nutritives qu'offraient les sous-bois, ainsi que les trésors du ruisseau. 2 femmes, venues de mondes différents, avaient échangé un savoir essentiel à la vie. Lorsque la famille se prépara à reprendre la route, le père s'approcha de Noah. Leur conversation, qui avait commencé sur de simples indications de pistes, avait manifestement dérivé vers d'autres sujets. L'homme mentionna qu'ils avaient reçu une recommandation, faire halte dans une colonie appelée Clearwater, située 3 vallées plus loin, pour se réapprovisionner avant de franchir les montagnes qui les mèneraient vers l'ouest. À l'évocation de ce nom, un frisson glaça Elisa jusqu'au cœur. Clearwater. Là où les siens s'étaient installés après avoir jugé qu'elle n'était plus un fardeau dont ils devaient s'occuper. Là où ils avaient raconté à tous que leur fille était morte durant l'hiver. Là où leur conscience ne semblait pas avoir été lourde à porter. Noah chercha son regard à travers la courte terre, comme pour évaluer le tumulte silencieux qui se levait en elle. Il demanda d'une voix très maîtrisée si l'homme avait rencontré de bonnes gens à Clearwater. Celui-ci haussa les épaules avec indifférence. Comme partout, répondit-il, un mélange de bon et de mauvais. Il ajouta que la sœur de sa femme y vivait, mariée à un certain Mason, une famille de fermiers arrivés la saison dernière et prospérant au fil des mois. Mason. Ce nom tomba dans l'esprit d'Elisa comme un coup porté sans prévenir. Sa propre famille, évoquée avec une casualité insupportable. Il connaissait les récoltes abondantes, le confort d'un foyer, une existence reconstruite sur les fondations d'un mensonge. La fille qu'ils avaient laissée pour morte respirait pourtant, debout dans cette vallée sauvage, et apprenait à vivre. Lorsque les voyageurs reprirent la route, après avoir obtenu de Noah la promesse de les aider à franchir la crête nord, le silence se fit lourd entre Elisa et lui. Noah finit par rompre l'immobilité. « Ça va aller ?» demanda-t-il doucement. Elisa cueillit une petite violette poussant près de sa porte.
Elle la fit tournoyer dans ses doigts, cherchant des mots honnêtes. Ils m'ont déclarée morte, murmura-t-elle. Ils ont recommencé leur vie comme si je n'avais jamais existé. Noah la considéra longuement. Est-ce que cela change quelque chose pour toi, de savoir qu'ils sont si proches? Elle prit le temps de réfléchir, sondant son cœur comme on inspecte une plaie en voie de guérison. Elle releva la tête, et sa voix se fit plus ferme. Je ne suis pas un fantôme. Je suis vivante. Leurs mensonges ne m'effacent pas. Noah acquiesça, rassuré peut-être de voir en elle cette force nouvelle. Le soir venu, alors qu'il s'apprêtait à regagner sa propre cabine, il se retourna une dernière fois à la lisière du bois. Les gens font leur choix, dit-il. Toi aussi. Et tu as fait le meilleur. L'été s'installa sur la vallée de Wild Elk comme une couverture tiède, bercée de longues journées dorées et de nuits courtes rythmées par le chant des grillons. Dans son jardin, Elisa vit surgir de frêles pousses devenues soudain fortes et fières. Les pommes de terre dressaient leurs tiges épaisses vers le ciel, tandis que les rangées ordonnées de navets et de carottes, issues des graines offertes par la famille de passage, promettaient des récoltes généreuses. Dans les clairières, les baies sauvages rougissaient par myriades. L'abondance tenait lieu de miracle après les privations de l'hiver. Noah continuait de venir chaque jour, non plus pour veiller à la survie d'Elisa, mais pour améliorer son confort et embellir son foyer. Il façonna une petite table pour le porche, des étagères pour conserver les provisions, et même un fauteuil construit à la mesure précise de sa taille. Les simples planches de bois qu'il travaillait avec patience devenaient sous ses mains des objets à la fois solides et gracieux. Un jour, en arrivant avec quelques planches de pin soigneusement séchées, il déclara « Les soirées d'hiver sont longues. Il faut de quoi s'asseoir confortablement. » Elisa l'aida, appliquée et habile, à poncer et ajuster. Lorsqu'au crépuscule la chaise fut enfin terminée, elle la caressa avec admiration. « C'est magnifique, souffla-t-elle. Presque trop beau pour tous les jours. » Noah secoua la tête. La beauté doit vivre là où l'on vit. Sinon, à quoi bon faire durable si cela ne ravit pas l'œil? Ce principe, qu'il exprimait rarement mais qu'il incarnait dans tout ce qu'il faisait, toucha profondément Elisa. La cabine autour d'elle en était la parfaite illustration, un équilibre subtil entre pragmatisme et douceur de vivre. Ce quotidien tranquille fut interrompu un matin radieux de juillet. Un jeune couple arriva dans une charrette chargée d'effets personnels, une nourrisson endormie dans les bras de la femme. L'homme s'excusa de déranger, expliquant avec une politesse teintée de volonté qu'il cherchait un endroit où s'installer, ayant entendu que certaines parcelles du Val demeuraient encore vierges de revendications. Noah sortit de l'atelier qu'il improvisait chaque jour autour de la maison d'Elisa. Il confirma que la vallée était vaste et que personne n'en détenait l'exclusivité. La femme, nommée Sarah, paraissait épuisée et brûlante d'espoir. Elle expliqua qu'il venait du Tennessee, désireux d'un nouveau départ. Son mari, James, précisa qu'il était charpentier, et qu'elle-même connaissait les plantes médicinales mieux que de nombreux médecins. À ces mots, Elisa s'avança, la curiosité éveillée. « Vous connaissez les herbes de guérison ?» demanda-t-elle. Sarah acquiesça. Sa grand-mère lui avait tout transmis, et elle avait apporté avec elle des semences et des boutures de ce qu'elle pouvait sauver. Une affinité immédiate naquit entre les deux femmes, nourrie par un savoir commun et une attention aux forces discrètes de la nature. Pendant que les hommes discutaient des futurs emplacements pour bâtir une maison en aval du ruisseau, Elisa invita Sarah à entrer dans sa cabine. Elle lui offrit de l'eau fraîche et un fauteuil pour nourrir son enfant. Sarah observa l'intérieur avec un émerveillement sincère. « Votre maison est très belle. Vous l'avez construite ?» Elisa sourit. « C'est Noah qui l'a bâtie pour moi. J'ai été bloqué ici l'automne dernier. Il m'a appris à survivre à l'hiver. » Le regard de Sarah se chargea d'une compréhension muette. Entre femmes, certains vécus ne demandent aucune explication. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Elisa prit une légère inspiration. « Maintenant, je construis ma vie. J'apprends chaque jour quelque chose de nouveau. » Les yeux de Sarah se posèrent sur Noah, visible à travers l'embrasure de la porte, et elle demanda simplement « Est-il votre mari ?» Elisa secoua la tête. « Non. C'est juste Noah. » Pourtant, elle sentit que ces mots n'embrassaient nullement la complexité de leur lien, tissé jour après jour entre silence, respect, et gestes attentionnés. À la tombée du jour, la décision fut prise. James et Sarah commenceraient la construction de leur foyer un quart de mille en aval. Proches pour s'entraider, mais avec l'espace nécessaire pour préserver l'intimité de chacun.
Noah se proposa de les aider pour les premiers travaux. Sarah accepta avec joie de transmettre à Elisa ses connaissances botaniques. Après leur départ, Noah déroula une peau de daim sur la table d'Elisa. Au charbon, il traça les reliefs du Val, les 2 cabines, le cours du ruisseau, les pentes boisées, et l'emplacement choisi par les nouveaux arrivants. La vallée change, commenta Théil. Elle ne restera plus aussi vide. Elisa observa le dessin, reconnaissant des lieux devenus familiers. Le sentier qu'elle empruntait chaque jour, l'arbre frappé par la foudre qui servait de repère, la prairie où les fleurs sauvages dansaient sous le vent. Elle demanda doucement, « Cela te dérange, d'avoir des voisins ?» Noah réfléchit longuement. Le changement fait partie de la vie. Les vallées se vident puis se remplissent. Il en a toujours été ainsi. Une question monta en elle avant qu'elle ne puisse la retenir. Et nous? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Noah leva les yeux vers elle, un regard franc et serein. Cela dépend de toi. Il roula délicatement la carte et la lui tendit. Pour que tu connaisses la terre telle qu'elle est, avant que d'autres transformations n'arrivent. Le cadeau, soigneusement confectionné, représentait bien plus qu'une simple aide géographique. Il témoignait de leur histoire partagée, tout en laissant ouverte la voie des futurs possibles. 2 maisons, 2 vies autonomes, mais reliées par un chemin qui n'existait que parce qu'ils avaient choisi de le parcourir l'un vers l'autre. Lorsque Noah quitta la clairière, Elisa resta longtemps dans l'encadrement de sa porte, observant sa silhouette disparaître entre les arbres. Devant elle, la vallée resplendissait de fertilité et de promesses. Ce lieu n'était plus celui de son abandon. C'était désormais celui de son choix. La carte demeura sur sa table, silencieuse et éloquente à la fois. Elle représentait l'espace fragile entre indépendance et attachement, entre solitude et communauté. Une terre connue, mais dont le futur restait encore à inventer. Lorsque l'automne arriva, Wild Elk Valley se transforma en un tableau éclatant. Les trembles étendaient leur feuillage d'or contre la profondeur verte des pins. Les rosiers sauvages enflammaient les rives du ruisseau de touches écarlates, et les buissons de myrtilles prenaient les teintes chaudes du cuivre et de l'ambre. L'air se fit plus vif, rappelant que la neige reviendrait un jour assombrir le ciel. Elisa travailla sans relâche pendant ces jours précieux. Les pommes de terre donnèrent une récolte généreuse qui remplit 2 grandes caisses fabriquées par Noah. Les baies furent transformées en confitures précieuses. Les herbes séchées furent suspendues en fagots au-dessus du foyer. La viande fut fumée avec soin, selon les méthodes que Noah lui avait enseignées et qu'elle avait elle-même perfectionnées. Noah de son côté organisait son propre foyer pour la saison froide. Les gestes étaient pour lui devenus instinctifs, presque rituels. Les 2 voisins retrouvèrent ensemble James et Sarah pour leurs travaux d'automne. Ils colmatèrent les interstices de la nouvelle maison afin de la protéger des vents glacials. Noah expliqua calmement, un premier hiver dans les montagnes éprouve toujours. Mais cette fois, nous serons là. Vous ne serez pas seuls. Ces paroles, simples mais lourdes de sens, résonnèrent dans le silence du crépuscule. En un an, la vallée avait cessé d'être un lieu isolé pour devenir un espace partagé par des existences choisies, solidaires dans l'adversité, unis par la volonté de bâtir quelque chose de durable. Elisa contempla l'horizon, où les montagnes se découpaient en courbes sombres sous le ciel rougeoyant. Elle sentit la vigueur tranquille d'une vie gagnée de haute lutte. Elle n'était plus un fardeau oublié, ni une enfant rejetée. Elle était ici, ancrée dans cette vallée, façonnant son avenir à la force de ses mains, au rythme de son cœur. La solitude de l'hiver avait fait place à une communauté naissante. Une alliance fragile mais pleine de promesses. Et au milieu de cette terre en transformation, Elisa Mason avait choisi de vivre. Ce qui avait commencé comme la rencontre improbable de 2 êtres isolés, chacun luttant contre l'adversité, s'était transformé en l'ébauche authentique d'une communauté. 4 adultes et un enfant formaient désormais un petit noyau de solidarité, unis par le territoire qu'ils partageaient et par le soutien mutuel qui les avait sauvés. Par un splendide après-midi d'octobre, alors que les montagnes s'ornaient de leur couleur d'automne, Noah arriva au seuil de la cabane d'Elisa, portant un chargement qui éveilla immédiatement sa curiosité. Dans ses bras, 2 chaises fraîchement terminées. Leur silhouette rappelait celle qu'il avait façonnée pour elle des mois plus tôt, mais chacune possédait des détails subtils qui la rendaient unique. Il les plaça côte à côte sur le porche et expliqua d'un ton calme, « L'hiver approche. Chaque cabane doit avoir sa place pour s'asseoir, dignement. » Elisa s'approcha, observant avec attention le travail du bois. Sur le dossier de la première, Noah avait sculpté de délicates lignes évoquant les pics vertigineux qui cernaient la vallée. Sur l'autre,
Un motif de branche de pin rappelait l'ornement de fer qu'elle avait choisi pour sa porte. Chaque courbe témoignait d'une patience infinie, d'une précision presque tendre. « Elles sont magnifiques », murmura-t-elle en caressant le bois lisse du bout des doigts. « Mais laquelle est destinée à qui ?» L'hésitation marqua le visage du charpentier, une hésitation rare chez cet homme habituellement décidé. « C'est justement ce que je suis venu te demander, » répondit-il avec franchise. « Je réfléchis beaucoup à l'hiver qui arrive. » Ah, l'organisation. La question non dite, suspendue entre eux, devint palpable. Continueraient-ils d'habiter séparément, comme ils l'avaient décidé par nécessité? Ou bien l'évolution de leur situation leur permettrait-elle d'envisager les choses autrement? L'hiver précédent avait imposé ses propres règles. La survie avant tout. Chaque choix était dicté par le froid, la faim, l'urgence. À présent, leurs besoins essentiels étaient satisfaits. D'autres préoccupations venaient doucement prendre place. Des préoccupations plus intimes, plus humaines. Elisa s'installa dans l'une des chaises. Le siège accueillit parfaitement sa silhouette encore fine, mais désormais solide. « Moi aussi, j'y pense », admit-elle avec douceur. « Quand la neige tombera, comment ferons-nous » Noah resta debout, les bras croisés, son corps trahissant la tension qu'il exprimait rarement avec des mots. L'hiver dernier, nos décisions étaient forcées. Cette année, nous pouvons choisir. Le moment qu'ils repoussaient depuis des mois se tenait devant eux. Sans détour, Noah poursuivit, « J'ai construit cette cabane pour ton indépendance. Pour que tu aies ton chez-toi. Je ne veux pas remettre cela en cause. » Elisa sourit légèrement, reconnaissant la générosité derrière son propos. « Cette cabane m'a donné bien plus qu'un toit. Elle m'a donné confiance. Elle m'a prouvé que je n'étais ni trop petite, ni trop faible pour survivre. » Elle se leva pour le rejoindre. « Je n'ai plus peur d'avoir besoin de quelqu'un. J'ai compris la différence entre demander de l'aide et être impuissante. » Noah la regarda avec une intensité nouvelle. « Moi, j'ai appris que l'on peut bâtir autre chose que des murs. » Ces mots, simples, suffirent à sceller un changement profond entre eux. Nul aveu dramatique n'était nécessaire. La compréhension mutuelle s'était construite pas à pas, tout comme la cabane elle-même. « Alors, comment fait-on » demanda Elisa, revenant au concret. « Pour l'hiver. » Noah observa les deux chaises, symbole parfait de leur vie distincte, mais étroitement liée. L'hiver vient. Nous gardons chacun notre chemin. Mais le sentier entre nous restera toujours dégagé. Ni isolement total, ni fusion précipitée. Un choix mesuré, pensé, librement consenti. Et les chaises, demanda-t-elle avec un sourire. Où vont-elles? Après une courte réflexion, il désigna celle aux montagnes. Elle reste ici. Qu'elle te rappelle ce qui t'entoure et te soutient. Puis il effleura les motifs de pin sur la seconde. Celle-ci viendra chez moi. Elle me rappellera ta porte. Tes choix. Ta présence. Ils passèrent le reste de la journée à préparer leur maison pour les rigueurs prochaines, couper et empiler du bois, renforcer les volets, vérifier les toits. Leur collaboration s'exécutait avec une harmonie silencieuse, fruit de leur année d'épreuves partagées. Lorsque le crépuscule les enveloppa de sa lumière dorée, ils se retrouvèrent entre les deux cabanes, là où l'herbe était aplatie par leurs pas répétés. La première étoile scintilla. « Cet hiver ne ressemblera pas au précédent », souffla Elisa, son regard levé vers les sommets. « Plus rien ne sera comme avant », répondit Noah dans un calme assuré. Et tous deux savaient qu'ils ne parlaient ni de neige ni de froid. Ils se séparèrent sur une simple promesse, « Bonne nuit, Noah. À demain. » Le sentier entre eux resta visible, ouvert, comme une invitation. Une année s'était écoulée depuis qu'Elisa Mason avait été abandonnée dans la vallée de Wild Elk, jugée trop fragile pour suivre sa famille vers l'ouest. Elle se tenait ce matin sur son porche, respirant l'air vif de novembre, observant la fumée qui s'élevait droit dans le ciel azuré. La cabane avait résisté aux 4 saisons. Les rondins, foncés par les intempéries, semblaient enracinés dans la terre. À l'intérieur, des étagères chargées de conserves issues de son potager témoignaient de son application et de sa prévoyance. Des bouquets d'herbes séchées suspendues aux poutres diffusaient leur parfum. Elle avait un lit solide, une table, des ustensiles. Un foyer, au sens plein du terme. « À quoi penses-tu si tôt » demanda Noah en arrivant par le sentier. Il transportait un objet soigneusement enveloppé dans un cuir huilé. « Je me souviens » répondit-elle simplement en se décalant pour lui laisser une place sur la marche du porche.
1 an, aujourd'hui. Il acquiesça. Nul besoin de décrire ce qu'il savait parfaitement. Une année peut transformer un être. Une année peut tout changer. Ils restèrent un moment silencieux, profitant de la lumière qui grandissait sur la vallée. Plus loin, une mince colonne de fumée s'élevait du foyer de Sarah et James, installé depuis le printemps. La vallée se peuplait peu à peu. Sarah dit que sa cousine songe à venir vivre ici, rapporta Elisa. Au printemps. Noah hocha la tête. Cette terre attire ceux qui cherchent un nouveau départ. Il y a de la place pour ceux qui sont prêts à œuvrer avec elle, pas contre elle. Il posa alors son paquet entre eux. J'ai quelque chose pour toi. Elisa défit avec précaution le cuir et découvrit une clé en fer. Elle n'était ni grossière ni purement utile, sa poignée représentait des branches enlacées, forgées avec finesse. Le jeune apprenti du forgeron voulait s'exercer à des motifs plus délicats, expliqua Noah. Le métal vient d'un ancien outil. Rien ne se perd. La jeune femme tourna la clé entre ses doigts. Mais ma porte n'a pas de serrure. On pourrait en poser une. Si tu le souhaites. Dans cette phrase, l'enjeu dépassait largement la menuiserie. Installer une serrure signifiait pouvoir fermer, mais aussi pouvoir ouvrir. Décidé. Je n'ai rien qui mérite d'être volé, objecta Elisa avec sincérité. Noah regarda les montagnes, ses paroles choisies avec soin. Ce n'est pas pour tenir les autres dehors. C'est pour que tu saches que tu en es capable, si un jour tu en ressens le besoin. La liberté vient du choix. L'idée la toucha profondément. Elle referma sa main autour de la clé. Tu m'aideras à la poser? Quand tu voudras. Ils marchèrent ensuite jusqu'à l'endroit où, un an auparavant, leur chemin s'était croisé pour la première fois. La frêle structure qui avait alors abrité Elisa n'existait plus. La nature avait repris ses droits. Seule une étendue de terre dégagée rappelait cette lutte initiale contre la mort. J'ai eu si peur, confia Elisa, ses yeux perdus dans le souvenir du froid mordant. Je croyais que j'allais mourir seul. La peur veille sur nous au début, répondit Noah. Elle nous garde vivants. Mais elle ne peut pas être notre maison. Et si tu n'étais pas passé par là? Il resta pensif, puis dit simplement, il n'y a que le chemin que l'on a parcouru. Pas ceux que l'on imagine. Ils rentrèrent à la cabane pour installer la serrure. Noah traça les repères, ajusta le métal, expliqua comment tourner doucement la clé jusqu'au déclic précis. Parfait, remarqua Elisa, testant le mécanisme. Tu es souveraine ici, déclara Noah, satisfait. Que ta porte soit ouverte ou fermée, cela dépendra uniquement de toi. Au loin, Greyhawk et Swiftwater apparurent à la lisière de la forêt, de retour comme ils l'avaient promis lorsque l'hiver s'était adouci. Leur présence complétait le cercle des gens qui avaient contribué à sa survie. Greyhawk lança joyeusement, la petite et le bâtisseur vivent encore. Nous le savions. Swiftwater observa la solide cabane et approuva, les murs élevés avec respect dureront longtemps. Tous quatre partagèrent un repas simple mais chaleureux, ragoût de venaison, pain frais venu de chez Sarah, baies préservées depuis l'été. La nuit tomba sur leurs rires, sur leurs histoires, sur le sentiment précieux d'appartenance. Au moment du départ, Noah s'arrêta au bord de la clairière. Il contempla Elisa dans l'encadrement de sa porte, confiante, debout, transformée. Elle n'était plus la jeune fille affamée et grelottante qu'il avait trouvée. Elle se tenait forte, libre, maîtresse de son existence. Tu peux fermer à clé, si tu veux, lança-t-il avec malice. Ou pas. À toi de décider. Elisa sentit la clé chaude contre sa paume. Elle répondit avec une lueur de fierté dans les yeux, ce soir, je crois que je la laisserai ouverte. Certaines portes sont faites pour rester accueillantes. De leurs cheminées respectives, 2 volutes de fumée montèrent vers les étoiles, dessinant dans l'obscurité la carte silencieuse de leur vie. 2 cabanes. 2 cœurs. Et entre eux, un sentier choisi, jamais imposé. Elle avait été jugée trop fragile pour mériter qu'on la protège. Pourtant, c'est ici, dans cette vallée sauvage qui aurait pu la briser, qu'Elisa avait bâti bien plus que sa survie. Elle avait bâti son avenir. Le cadeau le plus rare n'est parfois d'un abandon. Un nouveau départ. Une appartenance conquise. Une force née de la terre, du bois, et d'un choix.